Mes invités d'aujourd'hui, ils sont plutôt multiples. Ils ont beaucoup de questions. Ils veulent savoir comment augmenter ses tarifs, comment réagir avec ses clients, comment passer le seuil de TVA, par exemple. Et c'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast, dans lequel je reçois les photographes de mariage ou les futurs photographes de mariage, c'est-à-dire vous. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de vous accueillir, oui, de vous accueillir, vous, là, auditeurs et auditrices du guide du photographe de mariage, puisque je vais répondre à vos questions. Et oui, depuis il y a quelques semaines, j'ai envoyé un formulaire via le mail du guide du photographe de mariage. Vous savez, le mail auquel je vous dis de vous inscrire au début et à la fin quasiment de chaque podcast, un mail que vous allez recevoir 2 fois par semaine avec plein d'infos dedans, des thèmes, des accès aux dernières vidéos, aux derniers podcasts, des infos, enfin plein de choses sur la photo de mariage. Et dans un des derniers mails, je vous ai proposé de me poser plein de questions toutes les questions que vous vouliez pour que je puisse faire un podcast dessus. Alors j'ai reçu plein de questions. Je crois qu'on arrive à plus de 200 questions, quelque chose comme ça. Vous avez été 70 à participer, ce qui est quand même pas mal. Certains ont posé beaucoup de questions, que ce soit des questions sur la photo de mariage, des questions sur moi, sur le guide du photographe de mariage, sur plein de choses. Et j'en ai sélectionné une trentaine, voilà, une petite trentaine de questions. Des questions axées sur la photo de mariage, sur le marketing, des questions aussi sur moi. Vous avez été curieux un petit peu sur moi et sur ma relation à la photo de mariage ou de ce que j'aime faire à côté. Bref, je vais aller un petit peu au fur et à mesure sur les questions. Il y aura pas que des questions de mariage au début. Je vais essayer de voir les questions importantes et les questions un petit peu moins importantes, essayer de rythmer un petit peu ce podcast, puisque ça fait très longtemps quand même que je n'ai pas fait un podcast tout seul, comme ça, sans invité. Ça va changer, et ça va changer un petit peu parce que quand même, c'est différent. Ça veut dire que je ne peux pas juste poser une question et écouter. Je vais devoir tout le temps un peu parler. Donc du coup, c'est parti. Sébastien, je vais te poser la question qui fait stresser. Est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch, s'il te plaît? Ah non, c'est pas un podcast sur moi, donc du coup, j'ai pas à faire mon elevator pitch. Mon elevator pitch, je le fais en générique de chaque vidéo et de chaque podcast. Alors, j'ai les prénoms de quasiment tout le monde sur les questions, sauf les 4-5 premiers qui ont posé des questions où j'avais oublié de mettre le prénom, de demander le prénom. Donc, j'ai pas le prénom de certaines personnes. On va commencer par une question assez rapide de Mathieu qui demande « Est-ce que tu gardes les RAW après avoir rendu les photos de mariage à tes clients? Si oui, pourquoi, étant donné que cette taille de fichier prend une place monstre. » Oui, je garde les RAW de mes clients. Je garde les RAW de mes photos et je vous invite à en faire autant. Alors, petite nuance là-dedans, je ne garde pas les RAW des photos que j'ai pas données. Je garde les RAW des photos que j'ai données. Donc si par exemple je rends 600 photos sur un mariage, je vais garder les 600 RAW, voire peut-être même un peu plus, parce que maintenant sur Lightroom avec le débruitage, ça nous passe du RAW du sorti du boîtier, genre un F, ça nous passe en DNG, donc techniquement on garde les deux, enfin je garde les deux. Et ça prend une place monstre? Non. Je regarde mes disques durs à côté, j'ai un disque dur avec tous les RAW des photos que j'ai gardées, que ce soit de mes mariages, de mes séances d'à côté, de mon séance perso, de tout ce que j'ai pu faire en pro et en perso, donc de 2006 jusqu'en 2020. Ça tient sur un disque dur de 4 Tera. C'est pas énorme, hein. Maintenant, des disques durs de 4 Tera, on en trouve très très facilement à pas cher du tout. Je vais aller voir en même temps sur un mariage, par exemple sur mon avant-dernier mariage. Imaginons, donc ce mariage où j'ai rendu combien de photos sur ce mariage? J'ai rendu en tout, alors c'était un très gros mariage sur plusieurs jours, j'ai rendu 812 photos. Avec la séance couple avant le mariage. Ça nous fait un dossier à la fin, donc avec tous les RAW de 51 gigas. Vous voyez, 51 gigas, c'est pas énorme. Vraiment, 51 gigas. Si vous avez un disque dur de 4 Tera, vous pouvez en mettre des mariages. Et encore, c'est 51 gigas pris sur un appareil photo, donc sur un Nikon Z7 II, en RAW non compressé à 40 millions de pixels. Donc non, oui, tu peux garder en effet tes RAW, et je t'invite énormément à garder, et je vous invite tous et toutes à garder vos RAW, tout simplement parce que déjà, c'est dégueulasse, de lancer ces RAW
en société. Désolé, il fallait que je le fasse. Et de deux, parce que c'est la preuve aussi que vous avez pris la photo. Et c'est important. Et un jour, vous voudrez peut-être revenir sur cette photo. Donc, je vous invite vraiment à garder vos RAW. Question de Laetitia. Est-ce que tu as une réaction lorsque les serveurs du vin d'honneur font comme si tu n'existais pas? Moi, ça me déstabilise, mais j'imagine qu'on peut tourner ça avec humour, histoire que ça passe mieux. Elle veut parler très certainement du fait qu'en étant prestataire, donc en étant photographe, je vais baisser un peu ce micro. Si vous m'écoutez, vous le voyez pas, mais si vous me regardez sur YouTube, je vais baisser un peu le micro parce que vous ne pouvez pas admirer ma belle barbe sinon, ce qui serait un petit peu dommage. On a une question d'ailleurs sur la barbe, sur les cheveux et sur les sourcils plus tard. Oui, je vous ai dit qu'il y a des questions un peu à la con. Donc, elle veut parler du fait que certains traiteurs nous snobent complètement. C'est-à-dire que ne veulent pas nous servir ou nous empêchent même de nous servir ce soit sur le cocktail ou même sur le repas. Sur le repas, en gros, limite, on a un jambon beurre et c'est terminé, quoi. Alors, je vous dis pas non plus pour les personnes... Alors, je vous raconte même pas pour les personnes qui sont végétariennes ou végétariens. Forcément, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des traiteurs qui ne savent même pas ce que c'est qu'être végétarien. C'est oui, donc vous mangez du poisson, c'est ça? Bah non, végétarien, ça c'était le végétarisme d'il y a longtemps. Le vrai végétarisme, pas de poisson, pas de viande. Voilà. Et encore pire si vous êtes vegan ou si vous avez des allergies très spécifiques. Parce que certains vraiment montrent vraiment de l'exaspération si vous mangez pas comme tout le monde et de l'exaspération si en tant que prestataire vous mangez. J'essaye de me rappeler dans mes très nombreux mariages et surtout au début de mon activité, je me rappelle pas avoir de serveurs, de serveuses qui m'ont snobé ou de traiteurs qui m'ont snobé. Par contre, je l'entends beaucoup. Je l'entends énormément. Donc si ça m'arrivait, j'ai une réponse assez... Si le traiteur vient me faire chier, genre non mais vous êtes prestataire, vous mangez pas comme les autres. Alors déjà normalement c'est vu avec les mariés avant, donc moi je le vois avec les mariés avant de pouvoir picorer autant que je veux et de pouvoir manger le même repas que tout le monde et que les invités. Et donc déjà il y a ça, et si le traiteur vient me voir, et je vais lui dire: ouais, ok, je suis le photographe, mais qu'est-ce qui vous dit que je suis pas un très proche des mariés? Qui vous dit que je suis pas le cousin des mariés, en fait? Parce que vous avez des cousins. Potentiellement, vous allez être invité au mariage de vos cousins. Et vous allez potentiellement peut-être faire traiteur de vos cousins. Peut-être que je fais vous êtes peut-être en train de faire chier un invité proche des mariés. Ça, c'est un petit peu mon truc. J'aurais envie de le faire un jour. J'ai envie qu'on m'emmerde juste pour ça. Je veux voir la réaction du gars devant moi. Mais bon, ça répond pas forcément à ta question. Moi, je considère que on est invité comme tout le monde. Alors, évidemment, quand vous êtes sur des mariages à bas budget, avec une relation très peu un peu importante avec les mariés, ce sera peut-être plus compliqué. Au début, vous allez peut-être aussi avoir du mal à créer cette relation. Mais, je sais pas, moi, quand il y a un serveur qui passe, je prends. En fait, je suis en train de discuter ou prendre en photo les gens, je prends. En fait, je me pose même pas la question, c'est ça le truc. S'il me snob, je fais « Oh, j'en veux aussi, moi !» C'est un peu sur le ton de la rigolade, quoi. Mais il me snob, il m'a pas vu, généralement. Mais voilà, je goûte à tout. Vraiment. Donc moi, je vous invite vraiment à ne pas vous poser de questions et à aller manger. Voilà. Ça, j'avais fait une vidéo, je vous ramène vers une vidéo que j'avais faite sur le guide du photographe de mariage, sur la chaîne YouTube, où je parle de est-ce que vous avez le droit d'aller pisser, est-ce que vous avez le droit d'aller aux toilettes, est-ce que vous avez le droit de manger sur les mariages? Eh bien, forcément, oui. Et autre question qui va un petit peu là-dessus, c'est pour ça que je mets les deux en même temps, c'est une question de Christian. Pendant les repas, est-ce que tu te joins à la table des invités si les mariés t'y convient, ou est-ce que tu déclines l'invitation pour continuer à prendre des photos? Ça, c'est un truc aussi. Est-ce qu'on doit prendre des photos déjà pendant le repas? Alors, est-ce qu'on doit... Il n'y a pas de on doit ou on doit pas. En tout cas, c'est est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? C'est sûr que les gens en train de manger, si c'est juste des gens en train de manger, c'est pas très intéressant. Par contre, s'il se passe quelque chose, s'ils sont en train, je sais pas, de faire un jeu en même temps, de rigoler à mort parce qu'ils sont en train de manger, mais ils rigolent à fond, là, il y a des photos à faire. Donc ça, l'idée, c'est d'être attentif quand même à ce qui se passe. Mais vous aussi, comme je vous l'ai dit juste il y a quelques minutes, vous pouvez manger. Et vous devez manger, parce que si vous devez tenir jusqu'à 2h du mat, même jusqu'à minuit, et qu'il est là, il est 21h, vous avez encore au moins 3 heures devant vous, et que vous venez de passer déjà 10 heures à bosser, à un moment, vous devez manger. C'est logique. Évidemment, vous allez louper quelques photos, parce que vous pourrez pas être dans une salle, imaginons qu'il y a 100 personnes, vous pouvez pas être partout dans la salle, mais ça vaut pour tout le mariage. Sur ta question, Christian, j'ai envie de te dire,
Bah, ça va dépendre des moments. Et des moments où, en effet, je reste manger. Genre, j'entends quelque chose, je regarde, je fais bon, ça vaut le coup, pas vaut le coup, ça vaut pas le coup, j'y vais pas. Ou c'est déjà passé. Bon, le temps que j'y aille, bon, c'est mort. J'étais en train de manger. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Après, sur la première partie de ta question, est-ce que tu te joins à la table des invités? Bah, déjà, c'est stipulé dans mon contrat que je mange la même chose que les invités et que je suis à une table d'invités. Je ne suis pas sur une table prestataire. Alors, ça m'est déjà arrivé d'être sur des tables prestataires il y a très longtemps. Ça m'est arrivé aussi il y a pas très longtemps, mais c'était une table qui était parmi les invités. Donc c'était pas genre une table à l'extérieur, ou comme j'ai entendu une de mes élèves raconter et que c'était absolument genre, mais je sais même pas, moi j'aurais pété un câble total. En gros, une table de camping à l'extérieur sur le parking. Je fais, mais what? Quoi? Mais c'est, alors enfin je sais pas, j'aurais été voir les mariés, en gros c'est comme ça que tu traites tes photos? C'est comme ça que tu traites les souvenirs de ton mariage? Bref, enfin, j'ai entendu des choses. Enfin, faudrait vraiment que je fasse un florilège de choses que j'ai pu entendre sur mes mariages, avec mes élèves, parce qu'il y a vraiment des choses assez dingues. Je suis à la table même des mariés la plupart du temps. Pour vous dire, même au dernier mariage, j'étais à droite du marié. Bon, ce qui m'arrange pas forcément parce que c'est plus compliqué à les prendre en photo si vous êtes juste à côté. C'est vraiment plus compliqué. Généralement, je suis en face. En face, ça me permet de prendre toute la table en photo, d'avoir les... Et je trouve ça plus normal qu'ils réservent leurs témoins juste à côté d'eux, quoi. Mais voilà, je suis généralement à la table des mariés, en face des mariés, parce que tout simplement, je photographie plus facilement là où je suis. Mais après, voilà, je suis à des tables des invités et tout, et des fois même, c'est mieux d'être à la table des invités, non. Enfin, tout dépend de l'ambiance qu'il va y avoir. Je sais qu'en tant que photographe, on a du mal généralement, on se dit ouais, enfin tout dépend en fait de votre place, la place que vous voulez avoir dans un mariage. Moi, je sais que j'ai une place je me prends une place assez forte dans le mariage puisque je me place en tant que meilleur ami des mariés. Donc je leur dis bah meilleur ami est à votre table, logique. Et ils sont très contents de m'avoir à leur table. Après, si la table est pleine, ils me mettent dans une autre table, c'est pas un problème. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et dans l'idée, en fait, c'est de gagner aussi le respect de vos mariés. Et si vous avez le respect de vos clients, bah voilà, ils vous feront plaisir. C'est normal. Ils se disent, comme normalement, chacun et chacune d'entre nous devrait réagir avec quelqu'un qui a à faire quelque chose pour nous, ou on demande à quelqu'un de faire quelque chose pour nous, c'est de bien le traiter. Enfin, déjà, de base, ce serait de bien traiter un humain, mais de l'autre, si on attend, enfin je sais pas, imaginez, j'ai toujours cette réaction envers les gens qui se disent, est-ce qu'on peut négocier, on peut faire moins cher ou autre. Je fais, mais, enfin dans ma tête c'est, si j'ai un plombier ou un peintre ou je sais pas quoi qui vient chez moi, bah l'idée c'est que si je le paye moins, logiquement il va moins passer de temps, moins fignoler, moins s'appliquer, moins avoir envie de le faire. C'est un boulot de chez moi. C'est important pour moi que ce soit bien fait. Donc, j'ai plutôt intérêt à le choyer plutôt qu'à le faire chier. Enfin, en tout cas, moi, c'est la façon dont je réagis et la façon que je me dis, j'ai tout intérêt, et c'est du gagnant-gagnant, de bien payer la personne au plus qu'on peut, hein, évidemment. Hein, il y a des fois, je le vois par exemple sur les tournages que je fais, j'ai pas beaucoup de budget, mais en tout cas, les pros qui viennent sur le tournage, je les paye. Pas une grosse somme, même pas la somme qu'il faudrait normalement, mais en tout cas, voilà, comme j'auto-produis complètement, je mets un point d'honneur à payer. C'est important. Je sais que la personne va plus s'investir, va plus avoir envie de le faire, va plus se libérer pour le faire aussi, va m'accorder plus de temps. Et c'est ça que je veux. Enfin, je veux avoir ce résultat-là. Et donc, on dérive un peu sur la question, mais c'est important, je trouve, d'avoir cet état d'esprit, et nous-mêmes, parce qu'on n'aime pas, nous, vous voyez, je dérive dans les questions, on n'aime pas avoir des potentiels clients qui nous disent, du coup, est-ce que tu peux me faire une réduc et tout. On n'aime pas ça. Mais quand nous, on le fait, ça nous paraît naturel. Donc, en fait, c'est juste ça, c'est que c'est pas normal d'avoir cette réaction-là. Enfin, je le vois, j'ai des personnes qui viennent sur mes formations, qui me posent des questions, est-ce qu'il y a pas une petite réduction, un truc comme ça? Je dis, mais si tu commences comme ça, en gros, si tu me demandes ça, t'étonnes pas que tes futurs clients te demandent ça aussi, ça te fera chier. Je pense avoir répondu à ta question. Je vais passer sur une question un petit peu plus légère. Quoique, il y a des questions pas légères dans les questions plus perso aussi. Une question de Malik. Est-ce que tu travailles où tu habites, ou est-ce que tu as un bureau dans un endroit séparé? Je travaille où j'habite. Tout simplement, vous voyez le mur là, derrière, c'est ma chambre. Voilà. Donc j'ai globalement 5-6 mètres,
Faudrait que je compte le nombre de pas. Ah, et peut-être 10 mètres entre sortir de mon lit et arriver à mon bureau. J'ai essayé. J'ai eu un bureau quand j'étais à Rennes. J'ai eu un bureau en centre-ville pendant 4 mois, 4-5 mois, un truc comme ça. J'ai essayé. En plus je travaillais pas tout seul non plus à l'époque. Juste le fait d'y aller, c'était pas très loin de chez moi, hein, mais il fallait quand même prendre la voiture ou prendre le bus pour y aller. Il n'y avait pas de trottinette électrique à l'époque. Et non. En fait, j'y allais jamais. J'aime bien être chez moi, en fait. C'est con, mais je suis assez casanier. J'aime bien être chez moi. J'aime bien avoir mon cocon, ça voudrait dire aussi avoir 2 ordis, parce que mon ordi, là, que j'utilise pour tourner, pour faire mon boulot et tout ça, c'est mon ordi de tous les jours aussi. C'est mon ordi de gaming. C'est mon ordi vraiment de tous les jours. Et je sais pas, j'aime bien être chez moi. J'aime bien... m'habiller comme une merde voilà. Bon, de base, je m'habille comme une merde un peu tout le temps. Mais ne pas avoir à me coiffer... pas comme si je me coiffais. Et bref, j'aime bien ce truc d'être chez moi, en fait, voilà. Et de me dire, voilà, si je veux bouger, je bouge. Si je veux bouger, je peux aller très bien dans un bar bosser. Ça m'arrive beaucoup moins depuis que je suis en dehors du centre-ville de Lyon. Quand j'étais dans le centre-ville de Lyon, je bossais pour aller... je bougeais, pour aller bosser dans un bar ou autre, parce que des fois j'aime bien ça juste pour écrire. Ça me manque pas. Je sais qu'il y a des gens, ils sont obligés, c'est peut-être votre cas, vous sentez obligé d'avoir un bureau à côté parce que dans un autre endroit ou un studio parce que chez vous c'est compliqué. Alors c'est sûr que si vous avez une famille, des enfants, choses comme ça, c'est plus compliqué de bosser de chez soi. Si vous n'avez pas un bureau fermé aussi, c'est très compliqué de bosser de chez soi. J'admire, je sais pas si j'admire, c'est plutôt que je comprends pas. Du coup, d'un côté j'admire parce que quand on comprend pas, généralement on admire quand même un minimum. Quoique, non, c'est pas tout à fait. Je pense pas qu'on comprenne les serial killers et je pense pas qu'on les admire. Quoique. Et il y en a sûrement qui admirent des serial killers vu le nombre vu le succès des séries et des reportages sur ça. En gros, il y en a qui arrivent à bosser dans leur salon, dans leur cuisine ou autre. Je fais waouh. Moi, j'ai une porte là, juste là, qui est fermée et voilà, elle est fermée. Sauf s'il y a personne en fait dans l'appart, cette porte est fermée. C'est mon espace à moi. Mais voilà, c'est parce que j'ai besoin aussi d'avoir mon espace. Donc, voilà, pour ta question, Malik. Petite question boulot perso, dans le sens où c'est mon boulot à moi. J'ai Karine, qui est une de mes mariées de 2023, qui me demande « Avec Thomas, on aimerait faire notre séance fiançailles en avril sur ton secteur. Il faudra qu'on se recontacte pour en discuter. Une très belle journée à toi, en espérant que tu aies reçu plus de réponses ce coup-ci. » Oui, parce que du coup, on avait fait un mail aussi, parce que la première fois qu'on a envoyé le mail avec Paul, du coup, vous avez été 4. 4 à poser des questions. Donc on a envoyé un mail juste après et Paul a trouvé une accroche de mail qui a très bien fonctionné puisqu'on a eu plus de 64% d'ouverture du mail. C'est énorme, hein. Sachez que dans les mails, dans les mailings, dans ce qu'on appelle le mailing automatique, si on a 20% d'ouverture, c'est bien. Sur le guide du photographe de mariage, on est régulièrement à 50% d'ouverture. Il y a une liste un peu plus de 4000 personnes. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc, du coup, quand on a envoyé le deuxième mail et l'objet du mail, c'était c'est un flop total, et ben, du coup, ça vous a réveillé. Et vous avez été plus, donc, du coup, d'une 70 à poser des questions en plus. Donc là, bon, j'ai fait ouf, c'est bon, on les a intéressés un minimum. C'est intéressant, n'empêche que c'est super intéressant à analyser. Et donc, oui, Karine, j'allais du coup reprendre contact avec vous, déjà pour savoir où vous en étiez, et pour planifier cette séance fiançailles. En avril, ça devrait être faisable, hein, je devrais être dans le coin, donc on se recontacte, on cale ça, et puis de toute façon, on se fait une visio avant pour parler du mariage, pour voir un petit peu tout ça. En janvier, ce serait pas mal. Je pense qu'on laisse passer les fêtes et on se voit en janvier. Voilà, c'était un petit message perso pour Karine. Question très très rapide de Eifara. J'espère que je dis bien ton prénom. C'est quoi un GPM? Est-ce que c'est un guide pour mariage? Un GPM, c'est très simple. C'est le raccourci, enfin c'est le diminutif du guide du photographe de mariage. GPM, guide photographe mariage, voilà. Moi, je dis toujours GPM parce que guide du photographe de mariage, c'est long quand même. C'est très long. Et je dis toujours le GPM. Et je commence à vous le dire un petit peu dans les mails et tout ça pour aussi lancer en fait cet acronyme. Et pareil pour le grand saut, on appelle en interne, on appelle ça LGS.
Le Grand Saut, LGS. Comme ça, vous savez un petit peu l'envers du décor. Allez, on revient sur les questions mariage. Là, on va parler un peu marketing. Ce qu'il faut exprimer, c'est une question là de France. Est-ce qu'il faut exprimer ses tarifs en moments, genre préparatifs, mariés, cérémonie, civile, tout ça, ou en nombre d'heures de couverture? Alors, c'est une question à laquelle j'ai déjà un petit peu répondu je crois avoir répondu. Ah, je suis pas sûr d'avoir répondu. Si, quand j'ai parlé des tarifs sur le guide du photographe de mariage, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. En tout cas, je sais que j'y réponds dans mon livre du guide du photographe de mariage, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies. Enfin, en tout cas, j'espère. Enfin, dans beaucoup de librairies, on va dire, aux éditions Erol, et sur mon site également, il y a un lien dans la description. C'est vrai qu'au début, et je vois même beaucoup de photographes qui ont quelques années d'expérience vendre au corps au moment. Donc, c'est-à-dire vendre les préparatifs, vendre la cérémonie civile, la cérémonie religieuse, les photos de couple, enfin tout ça, avoir un prix sur chaque moment. Et en fait, c'est ultra relou. Parce que les préparatifs, ça peut être 2 heures comme ça peut être 5-6 heures en fait, donc il n'y a pas vraiment d'heures possibles. On peut partir, un cocktail peut durer 2 heures comme il peut durer 4 heures, donc ça veut dire que comment on tarife quelque chose qui peut durer 2 heures ou 4 heures. Alors certains s'en foutent, c'est vrai que certains s'en foutent et se dire je m'en fous, je fais un mariage et que j'y passe 12 heures ou 15 heures, je m'en fous. Ok, très bien. Mais le truc c'est que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Les abus sont possibles. En fait, il y a un mariage que j'avais fait, je crois que c'était en 2012. Je crois que c'est la seule fois où j'ai fait qu'un cocktail. C'est-à-dire qu'on m'avait embauché que pour un cocktail. C'était 2011 ou 2012. Et dans mes 2 premières saisons. Et 3 premières saisons, parce que 2012, c'était ma 3e. Et du coup, j'avais une journée où j'avais une séance couple le matin, une séance couple le midi, et un cocktail l'après-midi. Et le cocktail, et je sais plus, je crois que j'avais vendu 200 balles ou 300 balles le cocktail, enfin un truc comme ça allait normalement quand j'étais au moment. Et puis, j'avais jamais vu quelqu'un à l'époque faire à l'heure. Enfin, en tout cas, on n'avait pas tout ce qu'on a actuellement, toutes les infos qu'on a actuellement sur le marketing en photo de mariage et tout. Moi, j'avais vu que les gens autour de moi ne faisaient que du moment. Donc, jamais de la vie, je pensais au côté horaire. Sauf que ça m'a fait chier parce que, en fait, pour moi, un cocktail, c'était 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures max. Et en fait, le cocktail a duré 4 heures, 4 heures et demie. Et je me rappelle, m'a dit, même si j'avais passé un bon moment, même si j'avais failli mourir ce jour-là, puisque j'étais tombé, en plus, celui où je suis tombé d'un escabeau en faisant la photo de groupe, donc j'aurais pu rester paralysé ou mourir ce jour-là, mais tout va bien. Vous voyez que je digresse beaucoup quand même, c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'invités pour pas trop digresser. Et donc ça m'a tellement fait chier que j'ai dit non mais je peux plus, enfin c'est pas possible. Et il y a une autre fois sur un mariage où j'étais là en illimité, alors j'ai assumé le côté illimité, mais du coup la cérémonie était à 15h et elle a commencé ses préparatifs, on est parti à 7h. Parce qu'il y avait de la route, elle voulait aller dans un endroit spécifique, enfin tout ça. Je fais, waouh, non, mais normalement, si la cérémonie est à 15h, on commence à 10h, quoi. Enfin, voilà, ça suffit, quoi. Non, 7h, c'était dur. Et donc, ça m'a bien fait me dire, non, au moment, je mets un nombre d'heures, je n'ai plus d'illimité, ou quasiment pas, ou alors je suis payé très cher. Et donc, pour moi, l'horaire est juste obligatoire. Tout simplement aussi parce que, si vous voulez offrir quelque chose pendant votre négociation, vous pouvez pas offrir 1 heure. Si vous êtes au moment, 1 heure, ça sert à rien puisque vous êtes au moment. Ou alors vous dites, il n'y a pas les préparatifs, je vous offre 1 heure de préparatifs. Mais c'est bizarre parce que d'un côté, vous faites payer au moment et de l'autre côté, vous offrez 1 heure. C'est très compliqué. Et donc, moi, je vous conseille très, très, très grandement, et ce sera bien mieux pour vous, pour vos finances et pour que les mariés comprennent aussi, d'être à l'heure et non pas au moment. On pourrait épiloguer beaucoup plus là-dessus. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet si j'en ai pas fait une spécifique, mais c'est beaucoup mieux d'être à l'horaire. Voilà. J'en parle beaucoup dans la formation Le Grand Saut, mais du coup là je pourrais vous en faire une petite vidéo si je l'ai pas déjà faite. Question de Julie. J'ai des demandes de mariage assez régulièrement, mais une fois le devis tombé, souvent je reste sans réponse. Comment relancer les futurs mariés sans les brusquer? Alors, je vais assumer le fait que tu les as eu au moins au téléphone, qu'il n'y a peut-être pas eu un rendez-vous. Tu parles pas de rendez-vous, tu parles de devis. Donc je vais assumer le fait qu'il y a eu peut-être un petit échange téléphonique et que t'as pas fait de rendez-vous. Après, je vais peut-être aller vite fait sur le rendez-vous après, mais je vais assumer ça. Donc oui, c'est comme les réponses où des gens nous contactent, nous envoient un message et nous répondent jamais. J'ai fait une vidéo sur le sujet en disant que ça m'énervait mais monstrueusement qu'on me réponde pas, mais en même temps je réfléchis, ça m'est arrivé aussi de pas répondre, donc blâmons-nous en premier si on l'a déjà fait, et je suis sûr qu'on l'a tous et toutes déjà fait de ne pas répondre à une demande
demande qu'on avait faite ou un mail qu'on nous avait envoyé. Parce que genre, c'est con, mais on répond pas tout de suite. Puis on se dit c'est trop tard, puis c'est encore plus trop tard, puis c'est encore plus trop tard, puis à la fin on fait la personne a oublié, c'est trop tard de toute façon. Enfin voilà, moi ça m'est arrivé pas mal de fois. Et c'est pas une question de non-politesse, hein, c'est vraiment une question juste de merde, et puis je vais passer pour un con, il vaut mieux passer pour un con, mais c'est pas grave. Il y a des fois on n'a pas le courage de passer pour un con. Donc si tu as envoyé un devis, c'est que tu as eu un petit échange avec et qu'il n'y a pas de réponse. C'est souvent le cas. C'est très très souvent le cas. Il y a aussi des personnes qui ne savent pas dire non, donc en gros qui juste n'osent pas dire non. Et pourtant, moi je leur dis, même si c'est un non, dites-le moi, quoi. Voilà. Donc ça arrive. Est-ce qu'il faut les relancer? Bien sûr. Bien sûr, il faut les relancer en disant, une première réponse qu'on peut donner, une première relance qu'on peut faire, c'est voilà, j'ai pas eu de... Je vous envoie un message ou je vous appelle, peut-être que j'ai loupé votre réponse, peut-être que le message n'est pas passé ou autre. Du coup, est-ce que vous avez une réponse à me donner? Même si c'est un non, hein, n'hésitez pas à me donner votre réponse. Comme ça, on invite le fait que potentiellement, il y a eu une erreur, on n'a peut-être pas vu, même si c'est très certainement faux, dans le sens où il n'y a très certainement pas eu de réponse faite qu'on a loupé, mais on envoie quand même une petite excuse pour dire au bout de quelques jours, au bout d'une semaine par exemple, de dire voilà, je vous ai envoyé ça, est-ce que vous avez une réponse? J'ai peut-être pas reçu votre réponse, donc je vous envoie un mail ou un texto au cas où. Après, soit on a senti le truc et qu'en fait on envoyait juste une relance par principe, mais on savait très bien que ça allait être pas bon, on lâche l'affaire. Soit on appelle, et si au bout d'un appel, de 2 appels, il n'y a aucune réponse, moi, je laisserai juste un message en disant revenez vers moi quand vous voulez. Parce que ça arrive, hein, j'ai pu le voir parmi mes élèves. Des fois, il y a des réponses, mais genre 2 mois ou 3 mois après, en disant je suis désolé, on n'a pas eu le temps, on est passé complètement à autre chose, on a complètement zappé, mais là, on revient sur le truc, j'espère que vous êtes encore dispo. Peut-être qu'ils ont vu plein d'autres photographes et ils ont vu que c'était pas que les autres photographes c'était pas bon, mais globalement ça peut arriver. Donc n'envoyez jamais un message en disant espèce de connard ou de connasse, tu n'as pas répondu, mais c'est une honte, est-ce que vous traitez vos prestataires comme ça, je vous souhaite un mariage de merde. Je suis sûr qu'il y en a qui sont capables de le faire, ce genre de choses. Non, par contre, ce qui m'énerve vraiment, moi, encore plus, c'est quand on a passé un rendez-vous ensemble, quand on a passé du temps ensemble, on sait que j'ai pris du temps et que j'ai pas de réponse. Alors, globalement, en rendez-vous de mariage, ça ne m'arrive jamais, mais en rendez-vous pour la formation du conso, mais ça m'énerve. On a passé genre 1 heure ensemble à discuter et j'ai pas de réponse. Ça m'est arrivé encore là sur le lancement. Ça m'est arrivé 3 fois. Je fais mais merde. Enfin, c'est toi qui viens me voir parce que t'as un problème dans ta vie. T'arrives pas à vivre de la photo ou t'as envie d'en vivre. Je peux t'apporter la réponse. Je suis sûrement le seul en France à pouvoir t'apporter une vraie réponse. Et tu me snobs. C'est pas cool. C'est juste pas cool. Je sais pas. Donc là, je me permets un petit message, ce serait cool, ce serait la moindre des choses d'avoir un petit retour, quoi. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui entendent ce podcast qui se reconnaîtront. Voilà, chaque lancement, ça me prend, il y a 2-3 personnes comme ça. Et ça me gave. Juste un nom. Dire non, je suis désolé Seb, ça a pas, c'est pas, j'ai décidé que non, voilà, ça me va, je suis noté et je note, c'est tout. Donc voilà, tu les relances sans les brusquer, je t'ai donné quelques réponses, Julie. Question un petit peu longue de Karine. C'est pas une question vraiment, j'aime bien aussi parce que là, en fait, Karine m'explique une situation qu'elle est en train de vivre et donc me demande mon avis sur cette situation-là. Et ça, je trouve pas mal. Ça peut être des sujets qui peuvent être très sympas en podcast. Donc, je vais vous lire. On va prendre 2 minutes à lire. Mes derniers mariés m'ont bien fait comprendre lors de l'entretien qu'ils souhaitaient avoir un max de photos de leurs invités. C'est un mariage franco-espagnol qui a été fait en France. Je vais essayer de donner moins de détails, histoire que potentiellement les mariés se reconnaissent moins. Les invités ayant fait beaucoup de routes, ça se comprend parfaitement qu'ils souhaitent un max de photos d'eux. Je leur ai livré environ 800 photos pour une prestation d'une durée de 7 heures, ce qui est quand même pas mal. 800 photos sur 7 heures, c'est énorme. Moi, je rends environ 600 photos pour 12 heures de présence. Donc, voilà quoi. Au lieu de 300 photos garanties sur le contrat, ce qui est quand même 500 de plus, c'est énorme. Pendant le vin d'honneur, je me suis éclipsé le temps de photographier la déco de la salle de réception. Ah oui, mais ça, en même temps, qui veut des photos de déco, merde. Je déteste les photos de déco. J'en fais 2-3, mais très rapide.
Je te passe les détails, mais ça faisait un bail que je n'avais pas autant couru partout. Les invités m'interpellaient souvent pour des photos de groupe. Les officielles avaient déjà été faites. En même temps, s'il y a des Espagnols, pour avoir vécu un mariage espagnol, ils sont très photos. Hein. Les Portugais aussi. Finalement, les mariés m'ont demandé de leur livrer la totalité des photos brutes, y compris les flous, les yeux fermés et autres. J'ai gentiment répondu que non, en expliquant le pourquoi du comment, et maintenant j'ai bien compris qu'ils étaient déçus. De plus, ils m'ont demandé plus de photos où ils sont présents, tous les deux au vin d'honneur, photos que je n'ai pas, hormis les 2 que je leur ai remis. Sinon, ils sont soit seuls, soit avec des invités. Oui, les mariés tout seuls au vin d'honneur, enfin, c'est rare. C'est extrêmement rare. Ils sont au moins avec leurs invités, ou chacun de leur côté. Pendant le vin d'honneur, nous avons fait des photos de couple et de groupe. Ils m'en ont rajouté plusieurs le moment venu. Déjà, ça, c'est un niet complet. Et en plus, il y a eu des intempéries, donc j'ai donné un coup de main pour déplacer le matériel du chanteur dans une autre salle. Bref, j'en passe. J'ai essayé de te donner un peu le contexte. Un avis extérieur pourrait aider mon moral, ou pas. Ma priorité est que les mariés soient satisfaits, mais sans pour autant me prendre pour un jambon. Un jambon d'Espagne. Ramon. Les invités prenaient beaucoup de photos, n'hésitez pas à me passer devant, c'était assez compliqué à gérer. J'en ai parlé aux mariés pendant le vin d'honneur pour qu'ils ne soient pas étonnés de certaines photos. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Si t'as bien préparé le truc, donc déjà pendant le cocktail tu as dit ça, c'est pas mal. Si tu as bien préparé le truc en disant ils ont 300 photos, que eux ils voulaient beaucoup de photos de leurs invités, que voilà... Je vais extrapoler hein, forcément parce que je les ai pas en face, mais de ce que j'ai pu voir, souvent en fait après c'est pas eux qui font chier, mais c'est leurs proches. Eux, ils peuvent être très contents des photos, mais c'est leurs proches qui vont leur dire « Ah, mais on n'a pas de photos de nous » et tout ça. Et du coup, ils vont pas forcément se dire « Oui, mais ça, on a demandé au photographe qui est ça, et puis il y avait ça, et puis tout ça. » Non, ils vont pas prendre leur responsabilité. Ils vont dire « Ouais, non, c'est la faute au photographe. » Donc souvent, en fait, ils peuvent être influencés après coup par les proches. Comme ils sont influencés par nous aussi, quand on parle avec eux de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent pas. Donc, il peut y avoir ça. Après, moi, si le cas m'arrivait, déjà, je leur dirais, attendez, il y a 300 photos dans le contrat, vous en avez 800. Je pense que j'ai largement rempli mon contrat. C'est pas parce que c'est des clients que les clients sont rois. Je déteste ce principe de le client est roi. C'est la porte ouverte vraiment, encore une fois, à toutes les fenêtres. C'est à tous les abus possibles. Il y a des clients que c'est des cons. Je suis désolé, il y a des clients, ils sont relous. Il y a des clients, enfin, il y a qu'à voir en supermarché. Putain, mais il y a des clients, t'as envie de les baffer. Je comprends pas comment les personnes à la caisse ne peuvent pas baffer les gens. Enfin, il y a un moment, la direction devrait dire, mais vas-y, il y a pas de souci, c'est un énorme connard, une énorme connasse, vas-y, quoi. Je sais pas, c'est pas parce qu'on est client qu'on a le droit de ne pas respecter la personne en face. Ça, c'est dit. De 2, et je dis pas que c'est le cas pour tes mariés, hein, c'était une réflexion plus à côté. Donc, c'est pas parce que c'est nos clients et qu'ils nous payent de l'argent qu'ils ont le droit, en fait, d'exiger n'importe quoi, qu'ils ont le droit de changer d'avis complètement et de nous en blâmer. Donc, il y a beaucoup de préparation à faire au début pour être sûr que les gens aient bien compris. Et après, ne pas hésiter à rappeler, à remettre en ordre les choses, de remettre dans l'esprit le fait que, oh, vous avez eu 300 photos, enfin, il y avait 300 photos, vous en avez eu 800. Déjà, voilà. Vous m'aviez demandé à ce que ce soit beaucoup de photos d'invités. Et vous avez beaucoup de photos d'invités. Pendant le vin d'honneur, je suis désolé, mais vous avez jamais été ensemble, quasiment jamais. Donc, je peux pas avoir des photos de ça. On a les photos de couple. Les photos de groupe, on en a rajouté. J'ai eu le cas un petit peu pendant mon mariage espagnol, où les invités, en fait, n'ont pas trop apprécié le fait qu'il y ait que 3 photos de groupe. Et en fait, j'en ai discuté avec les mariés après, et on est parti du principe que, en fait, si je leur avais dit de prévenir leurs invités qu'il y ait peu de photos, je pense que les invités auraient moins fait chier. C'est pas qu'ils ont fait chier, mais auraient moins été demandeurs. Ils auraient plus dit... Parce que là, en fait, c'est, ah bon, quoi ? Enfin, ils disaient aux mariés, quoi ? Vous voulez pas de photos ? Mais enfin, pourquoi ? Enfin, on veut des photos, nous. C'est la tradition. Donc, s'ils avaient dit en avance à leurs invités que non, il y aura que 3 photos de groupe et c'est fini... donc maintenant, je conseille beaucoup aux mariés de dire à leurs proches qu'il y aura que quelques photos de groupe et c'est terminé. Donc voilà mon avis. Je peux pas dire que t'as très bien réagi ou pas parce que j'ai pas toute la situation, mais en tout cas, je trouve que dans ce que tu dis, faut pas hésiter à leur remettre dans. Et après, soit ils sont bornés et de toute façon tu les rattraperas jamais, quoi que tu fasses. Soit ils sont compréhensifs.
et un petit peu un minimum, je dirais, un minimum de savoir-vivre et pas de savoir-vivre, hein, avoir un minimum de retour sur eux-mêmes, de réflexion, d'introspection pour se dire non mais c'est vrai, enfin elle a rendu 800 photos, on en avait prévu 300, enfin voilà c'est bon quoi. Donc j'ai envie de te dire bon courage. Question d'Isabelle. Quel conseil lorsqu'on arrive au seuil de TVA et qu'on sait que l'année d'après ce sera inévitable? Comment anticiper au mieux sans avoir à travailler plus pour gagner autant voire moins? Déjà, c'est cool que tu sois arrivé au seuil de TVA, c'est une très belle chose. Mais j'ai sélectionné cette question parce que j'avais envie de dire 2-3 trucs sur ce seuil de TVA qui fait si peur que ça. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que vous soyez en micro-entreprise, que vous soyez en EIRL, que vous soyez en EURL, que vous soyez en SASU, donc en entreprise ou en société, le seuil de TVA est le même, quasi le même. Je crois qu'il est... Je vais dire quasi parce que je suis pas certain d'avoir tout regardé, mais c'est le même. En tout cas, c'est quasiment le même. Donc ça veut dire que même si vous étiez en société, ben, au-dessus des 40 000 euros de chiffre d'affaires, vous passez en TVA. Donc déjà, de base, il faut pas faut pas commencer à vous poser des questions de « ouais, j'ai pas le bon statut », tout ça et tout. De base, de toute façon, vous seriez à la TVA dans l'autre statut. Donc, je vois beaucoup de gens se dire « ouais, la TVA, je sais pas si je dois la passer, parce que voilà, ça va être compliqué, j'ai peur, tout ça. » Si on réfléchit juste, sur 36 000 euros, on va dire, ouais, sur 40 000 euros de chiffre d'affaires, si vous faites 40 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, donc 40 000 euros si vous n'avez pas, bon, c'est à 39 000 et quelques, hein, la limite, le deuxième seuil, mais on va se dire qu'on va arrondir à 40 000. Si vous êtes à 40 000 euros hors taxe, c'est-à-dire vous gagnez 40 000 euros. Vous faites 40 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous êtes en TTC à 40 000 euros, donc avec 20% de TVA, ça veut dire que vous ne faites plus que 33 333 euros hors taxe. Donc ça veut dire que vous avez donné 6 670 euros en gros de TVA à l'État. Vous avez récolté ce TVA que vous avez redonné. Comme on bosse avec des particuliers pour la plupart, en tout cas en mariage, forcément, cette TVA, c'est les particuliers qui la supportent. Si on bosse avec du corpo, donc avec des boîtes qui sont en TVA, dans ce cas-là, ils s'en foutent en fait. Quand on est en TVA, on bosse en hors taxe. C'est-à-dire que, ok, tu me factures 3000 balles hors taxe. C'est-à-dire que tu rajoutes de la TVA, je m'en fous. Moi, tu me la donnes, mais moi, je la redonne après, donc j'en ai rien à foutre. Et toi, tu la déduis dans ta boîte. Donc, il faut se dire ça. Donc, il y a à peu près 6 700 euros. Dedans, vous aurez forcément fait des achats, donc peut-être vous avez fait 10 000 euros d'achat, imaginons. Sur ces 10 000 euros d'achat, vous avez récupéré la TVA, donc 1 700 euros de TVA, on va dire 2 000 euros de TVA. Donc techniquement, vous ne redonnez plus que 4 700 euros de TVA. Alors, ça fait toujours 4 700 euros en moins. C'est toujours relou. Je vous l'accorde complètement. Je veux juste vous dire que c'est pas non plus énorme. 4 000, on va dire 5 000 de 40 000, ça fait 1/8. Donc c'est pas non plus, ça fait 12%. Donc techniquement, vous pourriez augmenter vos prix de 12% et demi, que ce serait la même chose. Bon, après, il faut faire le calcul exact parce que si vous augmentez, votre TVA augmente, enfin tout ça et tout. Vous voyez déjà que c'est pas 20% forcément d'augmentation si on fait les vrais calculs. Parce que quand on dit 20% d'augmentation, ok, c'est vrai, c'est la TVA, on fait plus 20% si on veut gagner la même chose. Sauf que derrière, comme on va récupérer de la TVA, voilà, on récupère de la TVA, donc c'est de la TVA qu'on aurait payé si on avait été en micro-entreprise en franchise de TVA. Donc le conseil que je peux donner, c'est d'arrêter d'en avoir peur, d'arrêter de forcément vouloir changer de statut quand on passe au seuil de TVA. Ça peut être une solution, mais c'est pas une solution qui vous enlèvera la TVA en tout cas. C'est de bien réfléchir à quand vous passez en TVA. Si par exemple vous savez que vous êtes à 38 000 et que vous avez une presta qui va arriver, faut peut-être pas fin décembre, et qu'elle va être facturée, et que vous allez recevoir l'argent fin décembre, ça c'est peut-être pas la peine de faire cette prestation-là, de rester aux 38 000 pour rester une année de plus, même si l'année d'après vous passez la TVA, c'est pas grave, vous bénéficierez quand même de quasiment 40 000 euros hors taxe, donc ce qui est quand même, voilà, vous faites des économies. L'idée serait de prévoir un peu plus en avance que l'année prochaine. L'idée, c'est de se dire, dans 2 ans, je passe en TVA, donc je commence à augmenter mes prix maintenant pour pas qu'il y ait un gros gap. Mais après, augmentation de 10%, c'est pas non plus énorme. Hein. Si vous êtes à 2 000 euros le mariage, ça fait une augmentation à 12% et demi. Allez, vous passez à 2 300, c'est pas non plus énorme.
Donc voilà, je voulais juste surtout dire ça, c'est que c'était toujours plus gros que ce qu'on croit. Voilà, c'est toujours plus énorme que ce qu'on croit. Donc n'ayez pas trop peur de ça, j'ai envie de vous dire. Voilà pour cette question, Isabelle. On va repasser à 2-3 questions plus légères. Est-ce que il t'arrive, c'est une question de Mathieu, est-ce qu'il t'arrive vraiment jamais de prendre des photos en verticale? Alors sur un mariage, je crois que cette année, ça m'est arrivé peut-être 4-5 fois de prendre une photo en verticale, mais elle n'est jamais... Enfin, je sais même pas pourquoi, parce qu'elle ne passe jamais dans la sélection finale. Donc je ne sais pas, je me dis sur le moment, ah bon, sois pas trop con, elle peut être en verticale. Et ben non, elles sont toujours jetées. Après, à côté de ça, sur des photos plus perso, sachant que je fais plus beaucoup de photos quand même perso en ce moment, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire du vertical. Après, je fais du vertical en 4 tiers et pas en 2 tiers, parce que je trouve que le 24-36 marche pas du tout en vertical, il est beaucoup trop fin, alors que le 4 tiers marche beaucoup mieux en vertical. J'en fais, mais oui, j'en ai fait quelques-unes. Ouais, ça m'arrive. Pour être sincère, ça m'arrive. En mariage, j'en ne rends absolument jamais. Donc non. Pour moi, je raconte une histoire, donc c'est le format horizontal. Le format vertical, je reviendrai dessus un jour sur ce format vertical, où le format vertical est très bien pour le portrait, pour isoler, alors que le format horizontal raconte. Et voilà, je reviendrai dessus un jour. Voilà, question assez rapide sur moi, et j'aime bien ces petites questions, ça fait des petits entractes dans ce podcast. N'hésitez pas à me le dire si vous en avez rien à foutre ou pas. Question de Yannick. Donc, honnêtement, si M6 t'avait contacté pour participer à la photo parfaite en tant que jury pour la partie mariage, est-ce que tu y serais allé? Un grand oui, évidemment que j'y serais allé. Bien sûr que j'y serais allé, évidemment que j'y serais allé. Mais pas pour le côté je passe à la télé ou autre, c'est juste que ça m'aurait fait marrer de voir l'envers du décor, de voir tout ça, et ça m'aurait fait marrer. Déjà, j'aurais aimé. Bon, malheureusement, vu le truc, j'aurais pas rencontré Adriana Carambeu, ça m'aurait fait chier. Mais ça m'aurait fait marrer de donner mon avis et de voir à quel point je peux donner un véritable avis ou pas. Parce que si vous avez vu les reacts que j'ai pu faire sur... c'est vrai que je l'ai pas... Si, je vous l'ai mis sur... Faudrait que je fasse un mail pour vous envoyer les reacts, parce que je l'ai fait sur F1.4. Oui, parce que je l'ai pas fait sur le guide, je l'ai fait sur F1.4. Il y a une partie photo de mariage dedans. Faut que je vous envoie, parce que j'ai fait les reacts à ces vidéos-là. Et donc, sur la partie mariage, c'était très gentil, hein, c'était extrêmement gentil. Très gentil. Ça m'aurait fait marrer. Est-ce que j'aurais pu être vraiment méchant? Juste sincère, je ne sais pas. Franchement, rien que pour l'expérience, j'y aurais été. Je cautionne. Franchement, je vous ai dit, enfin dans le réact, je vous ai dit, l'émission est totalement inoffensive. Donc, pour voir, j'y aurais été. Ouais. Même si je déteste M6, franchement, j'y aurais été pour voir. Avec grand plaisir, même. Juste pour l'expérience, pour me dire un jour, j'ai participé à ça. Pour voir. On n'est pas non plus dans de la télé complètement poubelle. C'est inoffensif. Voilà, c'est pas de la télé poubelle, genre télé-réalité à la con et des choses comme ça, quoi. Ça va encore. Après, c'est sûr qu'avant, on pouvait se poser quand même la question, qu'est-ce que ça va être? Je pense que j'aurais quand même regardé vite fait une émission hollandaise, puisque c'est basé sur une émission qui cartonne en Hollande, qui cartonne pas du tout en France, mais en Hollande. Donc j'aurais quand même vite fait regarder, voir le ton, et je me serais dit, bon, allez, pourquoi pas? Question de Olivier, assez rapide. J'ai acheté ton livre, Photographe de mariage, pour le meilleur et pour le pire. Merci à toi, Olivier. Et en plus, on te l'a offert une deuxième fois. C'est parfait. C'est très bien. Tu vas pouvoir l'offrir comme ça à quelqu'un. Comment se le faire dédicacer? Eh ben, faut qu'on se rencontre pour ça. Déjà, si vous voulez le livre en dédicacé, vous pouvez l'acheter directement chez moi. Bon, il y a des frais de port en plus, mais je vous le dédicace avec grand plaisir. Et il y a le lien dans la description. Et surtout, quand on se voit, tout simplement, que ce soit au salon de la photo, dans les différents événements qu'il pourrait y avoir, on pourrait se rencontrer, tu prends ton livre, tu viens, je te fais une dédicace avec un grand plaisir. Voilà. Et question de Pierre, qui est peut-être un peu moins rapide. Cela représente quoi d'être photographe de mariage pour toi dans ton âme de photographe? Je pense, y passer des heures à vous parler de ça. Je vais essayer d'être beaucoup plus rapide. De toute façon, dans 7 minutes, je dois couper cette vidéo pour la relancer. Donc, j'ai maximum 6 minutes 20 devant moi. Donc, la photo de mariage, déjà à la base, il faut savoir que j'avais dit, et ça je l'ai dit dans le premier podcast, que j'avais fait un mariage en 2007 d'un pote et que je lui avais dit jamais de la vie je serai photographe de mariage. Jamais de la vie.
Jamais ne dire jamais. Et donc, à la base, je suis pas mariage du tout. Je déteste être invité sur un mariage. Je me fais chier sur les mariages quand je connais personne et tout. J'ai du mal à aller vers les gens. Par contre, en fait, j'adore être photographe. C'est ce que j'ai découvert, en fait, c'est que j'ai adoré devenir photographe de mariage. J'ai adoré faire de la photo de mariage. J'ai adoré le statut du photographe de mariage. Alors oui, on pourrait dire que dans la vie, le statut du photographe de mariage, c'est pas le plus envié des photographes, mais j'ai envie de dire, allez vous faire foutre, hein, ceux qui pensent ça, ou soit allez vous faire foutre ce que vous connaissez ou n'importe quoi, ou alors c'est juste n'allez pas vous faire foutre, soyez curieux et regardez ce qu'on peut faire en photo de mariage et sûrement vous changerez d'avis. Je suis tout seul, je parle comme j'aime bien parler, avec toutes les nuances qu'on me connaît et surtout avec le franc-parler que j'ai. On m'a retoqué sur ce que j'ai dit sur la photo d'Iris dans le dernier podcast. Voilà, c'est ce que je pense, en exagérant beaucoup, évidemment, parce qu'on est quand même en podcast et que j'aime bien exagérer, ce que je pensais de la photo d'Iris. Et voilà, ça choque pas quand je dis ça sur la D7 partielle. J'ai mon avis sur la photo d'Iris. Et par contre, si on en fait de l'argent et que ça permet de vivre, j'ai absolument rien contre, en fait. Si ça fait de l'argent, si ça permet d'en vivre, franchement, allez-y, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que moi, je ne le ferai jamais. Et là, je dis bien jamais. C'est tout. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça. S'il y a des gens à qui ça plaît, tant mieux. Il y a plein de choses que j'aime pas dans la vie, que des gens adorent, et j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Tant qu'on vient pas me faire chier avec ça, ça me bat. Donc bref, qu'est-ce que c'est pour moi être photographe de mariage ? Déjà, c'est m'amuser. En fait, je fais de la photo de mariage pour moi. En fait, c'est con, mais avant tout, je le fais pour moi parce que j'adore ces moments-là. Ça me permet d'aller travailler de la photo, d'aller passer des bons moments avec des gens, de vivre des bons moments avec des gens, que ce soit en mariage ou en day after. Quand je suis parti en Islande, en Irlande, enfin voilà, ça me permet de vivre des bons moments avec mes clients, avec mes mariés. Ça me permet de rencontrer du monde. Moi qui suis quand même assez solitaire dans la vie, c'est mes moments un peu sociables. J'aime le statut que j'ai sur un mariage. Enfin bref, je fais de la photo surtout de mariage pour moi. Évidemment, il y a le truc après de voir mes mariés super contents, de voir qu'ils ont des souvenirs, de revoir les photos avec eux et tout, mais très très égoïstement, je fais de la photo de mariage pour moi et être photographe de mariage, c'est un plaisir. C'est aussi pour ça que je réduis le nombre de mariages, j'en ai fait 5 cette année et maintenant j'ai décidé de ne pas en faire plus de 3. Je te laisse une 4e place si vraiment il y a un mariage de ouf qui arrive. Mais là, par exemple, mon 2024 est rempli. J'ai mes 3 mariages. 2025, j'en ai 2 et je suis en pourparlers avec un 3e. Donc potentiellement, j'ai 2024 et 2025 déjà de remplis. Je laisse une place si vous avez un putain de mariage de fou. N'hésitez pas à me contacter. Quand je dis un mariage de fou, c'est pas forcément un mariage ultra cher. C'est juste un mariage avec une méga bonne idée. Plein de choses cool. Une day after à l'étranger dans un endroit super, enfin voilà, n'hésitez pas à me contacter, je suis partant pour beaucoup de choses, ou même juste pour une séance couple à l'étranger, c'est des choses un voyage photo de couple à l'étranger, c'est quelque chose que je suis en train de développer. Bref, en fait, je fais de la photo de mariage pour vivre ce genre d'aventure. Et pour moi, être photographe de mariage, c'est ça, c'est vivre quelque chose qu'on ne vivrait pas à côté. Et bien manger aussi, ça aide beaucoup. À côté de ça, être photographe de mariage, c'est aussi beaucoup de boulot, c'est aussi beaucoup de boulot devant l'ordi, c'est beaucoup de travail physique le jour J, c'est beaucoup de mental, c'est un bon dépassement de soi aussi. C'est ça aussi que j'adore, c'est bien me dépasser à fond. Et je dirais en dernier lieu, c'est ce qu'on apporte à nos clients, à nos mariés, c'est-à-dire les souvenirs, le fait de figer ça dans une vie. Moi, ça arrive en dernier. Mais c'est ma façon de voir les choses. Il y a des photographes pour qui ça va être ça en premier, et je le comprends parfaitement. Et moi, j'ai besoin de faire les choses dans ma vie, des choses que j'aime, des choses que j'ai envie de faire par passion. Sinon, je sais que je le ferai pas et je le ferai pas bien. Donc voilà, si ça me plaît moins, je fais moins. Si ça me plaît plus, je fais plus. Là, l'idée, c'est 3 mariages. Ça me suffit très largement pour vivre des beaux mariages, pour vivre des chouettes mariages, des gens avec qui je vais avoir envie de passer une journée et beaucoup plus. Voilà, je pense que être photographe de mariage, c'est multiple. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation de photos de mariage. Enfin, s'il y a des mauvaises situations de photographe de mariage, quand on n'en vit pas et qu'on galère et tout ça, c'est une mauvaise situation. C'est clairement une mauvaise situation. Mais il y a toujours moyen de le faire tel qu'on a envie de le faire. Voilà. Et l'important, c'est de savoir comment on a envie de le faire. Question de je ne sais pas qui, parce que tu as posé ta question en premier. Comment imagines-tu le métier de photographe de mariage dans 15-20 ans ? Et ça ira avec une question de France après. Je t'avoue que je sais pas.
Je pense je pense pas que le photographe de mariage soit vraiment en difficulté. Vraiment pas. Je trouve que le marché n'augmente pas par rapport à l'année d'avant et l'année d'après, mais bon, il y avait le Covid, l'effet Covid. Malgré l'inflation qui y a en ce moment, malgré donc du coup la récession du pouvoir d'achat, il y a quand même des gens qui ont du pouvoir d'achat. Enfin, faut jamais oublier ça. Tout le monde ne galère pas à la fin du mois. Je pense qu'il y a toujours de la place et il y aura toujours de la place pour la photo de mariage, dans le sens où même si l'IA arrive et tout ça, l'IA ne pourra pas faire de la photo de mariage. Pourra créer artificiellement des photos de mariage, mais au pire pourra se dire, si on peut imaginer que quelqu'un a fait plein de photos au téléphone et dire, bah tiens, tu me fais une belle photo de mariage, mais ce sera pas vrai. On pourrait faire la photo que j'ai pu faire dans les grottes de glace avec des mariés, on pourrait la faire sur fond bleu et sur fond vert ou fond bleu, et puis l'intégrer et puis créer une image en AI derrière. Mais ils ont pas vécu ça, ils ont pas vécu le moment, et je pense que c'est un peu l'aspect Total Recall. C'est est-ce que vous préférez vivre un moment même s'il est moins bien, mais vous l'aurez vécu, ou qu'on vous l'implante et que ce soit un souvenir parfait. Il y aura des gens qui vont dire implanter, mais je pense que beaucoup de gens voudront le vivre, et en tout cas les gens qui pourront payer des photographes. Alors donc je ne me fais pas trop de soucis. On évoluera en termes de matos, mais comme on a évolué depuis 20 ans sur le matos deviendra de plus en plus facile à utiliser. Mais du coup, c'est l'œil et la personnalité qui fera que on choisira un ou une photographe spécifique. Donc ça nous demandera d'être meilleur, ça nous demandera d'avoir une meilleure prestation, une meilleure relation. Et pour moi, ça n'est que mieux, parce que toutes les personnes qui font ça partent sous la jambe et qu'en ont rien à foutre, soit continueront avec des gens qui en ont rien à foutre, voilà, soit arrêteront et feront autre chose, tout simplement. Là-dessus, après, il y a les gens qui sont bons et qui en auront pas rien à foutre et qui vont galérer. Ça, je dirais, on va pas être totalement élitiste non plus là-dessus. Je dis pas que les mauvais vont partir et les bons vont rester. C'est pas du tout ça que je dis. Me coupez pas comme vous avez pu couper, comme les gens ont pu couper Alexandre Astier là dans l'interview qu'il avait pu faire sur l'IA. Je dirais que ceux qui ont envie de s'en sortiront. Dans le sens où quand on a envie de s'en sortir et qu'on a envie de faire ce métier-là et qu'on a envie de mettre toute l'énergie dedans, on se forme on réfléchit ou alors on arrête et on fait autre chose. Il y a des moments où il faut se dire juste, là, je suis parti dans un truc où parler tout seul, c'est très compliqué parce que tout peut être très mal interprété dans ce que je dis, et il y a personne pour faire le ping-pong et pour dire ouais, là t'as dit ça que. Donc je suis parti sur un terrain très miné. Je vais pas dire, parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué dans le dernier podcast avec Hélène, c'est si on veut, on peut. Et en effet, il y a eu une remarque qui était, quand on dit qu'on a 19 sur 20, 20 sur 20, et qu'on dit que quand on veut, on peut. Ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça. Déjà, les notes à l'école ne veulent rien dire, et il y a des photographes de mariage qui étaient très mauvais à l'école et qui réussissent très bien. Je suis pas d'accord totalement avec quand on veut, on peut. Je suis pas tout à fait d'accord parce que juste des fois, on n'est pas fait pour un truc. Autant j'aimerais pouvoir jouer de la musique, autant je sais que j'y arrive pas. Je travaille pas assez non plus pour. Mais même si je travaillais beaucoup, je deviendrais jamais ce que je veux en musique. Mon exigence en musique. Donc il y a des fois, on peut se dire, ouais, j'aimerais bien vivre de la photo de mariage ou de la photo tout court, mais juste, j'y arrive pas. Et des fois, il faut juste s'en rendre compte. Il faut avoir l'intelligence aussi de s'en rendre compte. Mais il faut s'en rendre compte après avoir tout essayé, après avoir essayé à fond. Vous voyez ? Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à dire, au final, j'ai pas réussi, c'est pas pour moi. Est-ce que, du coup, j'ai pas réussi parce que j'ai tout donné et j'ai pas réussi ? C'est pas pour moi, ou alors est-ce que j'ai tout donné, j'ai pas réussi parce que juste j'ai pas fait les efforts pour. Donc bref, je suis complètement digressé dans cette question de comment tu imagines le métier de photographe de mariage dans 15-20 ans. Il y a des nouveaux qui vont arriver, comme ce qui se passe actuellement et depuis des années, depuis que j'ai commencé et avant même que j'ai commencé la photo de mariage. Il y a des nouveaux qui arrivent, il y a des plus anciens qui y arrivent pas, qui arrêtent, qui se disent putain, ils font chier les nouveaux, ils me prennent les contrats. Non, il y a des anciens qui restent et qui marchent très bien, il y a des nouveaux qui arrivent et qui marchent pas. Voilà, c'est aussi à qui va travailler assez. Moi, je dis toujours qu'il y a de la place pour ceux qui ont envie que ça fonctionne et qui font toutes les choses nécessaires pour. Et c'est plus ou moins long en fonction des gens. Je dis pas qu'il y aura le même temps de travail à travail équivalent pour tout le monde. On n'est pas tous égaux. On part pas tous de la même ligne de départ. Entre quelqu'un qui est déjà assez un peu sûr de lui ou sûr d'elle
bah forcément, ce sera un peu plus facile que pour quelqu'un qui a déjà une énorme timidité et un burn-out à soigner. C'est logique. Donc, faut juste être conscient de soi-même, ne pas trop se comparer aux autres, et se dire, je vais y arriver, je vais tout faire pour. Et après, aller réfléchir à est-ce qu'on a l'argent nécessaire pour le faire aussi? Est-ce qu'on a le temps nécessaire pour le faire aussi? L'énergie nécessaire pour le faire aussi? Enfin voilà, il y a plein de... Mais là, on est plus parti sur comment se lancer. Mais du coup, ça m'amène sur une autre question que je n'ai pas gardée au final, tiens, c'est marrant, qui était quand se lancer? Mais j'irai... Ah si, pardon. Une question de Sophie qui était quel est le meilleur moment pour se lancer? Du coup, Sophie qui demande quel est le meilleur moment pour se lancer. Il n'y a pas de meilleur moment. En fait, c'est ce que je dis à la plupart des gens, le meilleur moment, c'est le plus tôt possible. Parce que il y a forcément un temps de latence pour se lancer. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez mettre votre site en ligne, et encore déjà, il faut le travail pour mettre son site en ligne. C'est pas parce que vous avez décidé, vous avez ouvert votre micro et que vous avez décidé d'être photographe de mariage que ça va marcher tout de suite. Ça va peut-être mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. À ce que ça fonctionne, à ce que vous puissiez lâcher votre taf à côté, à ce que vous puissiez vraiment en vivre et tout. Bah, plus tôt vous commencez à y réfléchir, et ben... plus tôt ça fonctionnera techniquement, ou plus vous aurez déjà fait la route. Plus tôt vous partez sur la route, bah logiquement, plus tôt vous allez arriver. Vous aurez déjà fait un peu de chemin. Donc après, il y a aussi des façons d'accélérer les choses. Genre, vous partez un peu plus tard, mais vous faites une formation comme le Grand Saut, et donc vous allez arriver peut-être plus vite que d'autres qui sont partis avant. Mais bon, c'est aussi une stratégie, c'est une stratégie pour arriver là où vous voulez aller. Tout est stratégie dans la vie. On pourrait citer La Fontaine avec rien ne sert de courir, faut partir à point, très très connu. J'ai l'impression de faire mon intello quand je cite des gens, mais en fait non, on connaît tous cette citation-là. Mais c'est vrai, en fait, c'est partez tôt, et c'est un marathon qu'on a en face, et c'est pas un sprint. Donc c'est ça le truc. Donc il y a... On dit à quel moment je devrais faire ta formation? Est-ce que je devrais la faire quand je commence complètement, ou quand j'ai déjà 1 an ou 2 de mariage derrière moi? Bah, je dis, plus tôt tu commenceras, plus tôt tu auras des résultats. Alors oui, la formation sera plus compliquée si tu n'as pas fait de mariage, elle sera moins compliquée si tu as déjà fait des mariages, mais en même temps, le temps que tu auras perdu à faire des mariages, enfin le temps que tu auras pris, pas perdu, pris à faire des mariages, bah c'est du temps où avec la formation, tu aurais pu avancer beaucoup plus vite, à des prix plus élevés et à des mariages plus intéressants. Donc, l'un dans l'autre, faites comme vous le sentez. Et je dirais, le plus tôt c'est, le mieux c'est. Et je dirais ma devise dans la vie qui est il n'est jamais trop tard, mais dis-toi que tu as déjà plus le temps. Donc, quand la décision est prise, il faut y aller. Voilà pour ta question, Sophie, et pour ta question inconnue, du coup. Et donc, je vais aller sur la question de Franz maintenant, qui est un photographe de mariage doit-il savoir faire de la vidéo également en 2024 ? Je sais qu'il y en a qui le font, de la photo et de la vidéo en même temps. Je dis bien en même temps, hein. Je dis pas vous êtes 2 et vous faites la photo et la vidéo. Il y en a qui font les 2 en même temps. Je suis assez contre ça. Il y en a qui arrivent à le faire, hein, pas trop mal, mais je suis assez contre ça parce que pour moi, filmer et faire de la photo, c'est 2 choses extrêmement différentes. C'est 2 principes extrêmement différents. C'est 2 façons d'envisager l'action de façon très différente. Dans le sens où quand on est en photo, bah, on va chercher un moment figé. Alors que quand on est en vidéo, on va chercher un moment pas figé, du coup, puisque forcément, il nous faut 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes de rush. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un discours, prendre une photo d'un discours et c'est bon, on peut aller faire autre chose. Et alors qu'en vidéo, on doit avoir resté peut-être tout le discours ou au moins 10, 15 secondes de discours. Donc ça, en se disant aussi que c'est beaucoup, beaucoup de travail de faire les 2. C'est énormément de travail. Alors, il y en a qui y arrivent. Mais je pense que il y a que quelques personnes qui ont le cerveau pour. Et alors, il y a des méthodes qui existent pour, mais je dirais que vaut mieux bien faire une chose que moins bien faire. Je dis pas mal faire, je dis moins bien faire les 2. Après, il y a plein de façons de mêler la photo et de la vidéo, mais je dirais que, voilà. Ça, c'est mon avis sur faire les 2 en même temps. Donc, Franz, pour répondre à ta question, non, on n'est pas obligé de savoir faire de la vidéo et de proposer de la vidéo en mariage pour vivre de la photo de mariage ou de la vidéo de mariage en 2024. Au contraire, plus vous vous spécialisez, mieux ce sera. Être un couteau suisse ne marche pas beaucoup et surtout ne nous amène pas vers des beaux contrats. Plutôt être spécialiste de quelque chose, c'est beaucoup mieux. Est-ce que tu es serein sur ton avenir, sur le fait que tu auras toujours assez de travail, ou bien est-ce qu'il t'arrive d'avoir des craintes ? Il faut savoir que je suis un éternel flippé. Voilà, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Je flippe de beaucoup de choses, sur ma confiance en moi, sur beaucoup, beaucoup de choses de ma vie. J'enregistre le 6 décembre 2023. Dans 10 jours, je suis en tournage de mon 2e court-métrage. Je flippe, mais en même temps, j'ai toujours eu un truc en moi qui m'a fait me dire, de toute façon, quoi qu'il se passe, j'y arriverai dans le boulot.
Dans le boulot, pas forcément dans le perso, mais dans le boulot. C'est comme quand on me pose la question, qu'est-ce que tu ferais si tu ne pouvais plus être photographe de mariage? Si ça ne marchait plus, pas si tu ne pouvais plus, si ça ne marchait plus. Je dirais, je ferais en sorte que ça fonctionne. Ou alors je ferais autre chose, puisque là, je vais plus vers la fiction. Je ferais en sorte que si mon taf ne marchait plus, je ferais en sorte que ça marche. C'est-à-dire que je me remettrais en question, je comprendrais pourquoi ça ne marche pas, et je ferais des actions pour faire en sorte que ça marche. C'est des choses, j'ai eu ce cas-là plusieurs fois dans mon activité. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. En 2017, j'ai eu un énorme bas, et c'est en 2017 que j'ai créé les workshops du photographe du mariage, de photographe de mariage, qui m'ont remis à flot, et en 2019 que j'ai créé donc le guide du photographe de mariage. Ça m'a permis de repenser mon activité totalement et d'essayer d'avoir une activité plus rentable aussi, qui me demande moins de travail, mais surtout plus rentable. Puisque je galérais, des fois je galérais niveau argent. Je n'ai pas de crainte sur l'avenir, sur le fait, je dirais même c'est une de mes plus grandes forces, c'est de me dire je réussirai, c'est-à-dire même le tournage je vais le réussir, je vais faire quelque chose de bien, je vais bosser à mort pour, ça on est d'accord là-dessus, c'est pas genre j'arrive les mains dans les poches et on va voir, c'est je bosse à mort pour, je m'entoure des bonnes personnes aussi. Là, par exemple, tout à l'heure, je vois une chargée de prod. Hier, j'ai vu la costumière. Enfin, voilà, on bosse là-dessus. Je m'entourer des bonnes personnes, comme je me suis entouré des bonnes personnes aussi sur le guide du photographe de mariage, avec Max qui me montre ce podcast, qui doit être tout rouge parce que je parle de lui, de Paul qui écrit les mails, de Guillaume qui est coach sur la formation. Je m'entoure de bonnes personnes, et en s'entourant de bonnes personnes et en bossant fort et en ayant des idées réfléchies, surtout en se remettant en question, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, donc je suis assez serein. L'idée d'être entrepreneur, c'est aussi de savoir se dire, de voir un petit peu à l'avenir, d'avoir 2-3 coups d'avance et de se dire, bon, ça a l'air de moins bien marcher, ou j'aime moins ça. Par exemple, je me suis dit, les mariages, je vais réduire. Ça marche toujours bien, mais je vais réduire. Et du coup, je vais compenser par ça ou c'est même pas que je vais compenser, c'est la formation et la photo me prend plus, la formation et le tournage, surtout le tournage va me prendre de plus en plus de temps. Du coup, je vais réduire la partie mariage, je vais réduire peut-être un peu la partie formation, ou m'entourer de plus de personnes pour la partie formation pour pouvoir me libérer du temps. Vous voyez, c'est aussi ça, il faut voir à l'avenir, il faut voir sur l'avenir. Être entrepreneur, c'est forcément voir un peu l'avenir et faire des paris sur l'avenir. J'aurais dû faire des paris sur le Bitcoin il y a 10 ans. Mais bon, comme tout le monde. Donc voilà, j'ai des craintes, bien sûr, j'ai des craintes, mais les craintes font partie aussi du métier d'entrepreneur. Si on ne veut pas avoir de crainte, c'est sûr que être entrepreneur, c'est pas une bonne chose. Mais en même temps, j'aurais beaucoup plus de crainte à être en CDI en me disant, mais si on me vire, je fais quoi? Voilà. Donc j'aurais, je pense, beaucoup plus de crainte. Question d'Isabelle, où est-ce que je me vois, ou qu'est-ce que je me vois faire dans 10 ans? Je vais poser la vraie question. Tu te vois où ou faire quoi dans 10 ans? Je ferais peut-être un mariage de temps à autre. Je dis pas que je serais encore vraiment photographe de mariage. Peut-être un mariage de temps à autre pour le plaisir. J'aimerais, mon rêve dans 10 ans, c'est d'être réalisateur. Tout simplement, auteur-réalisateur, d'avoir fait un film, fait un long métrage, fait une série, pouvoir faire passer mon message de ma vision du monde, les messages que j'ai envie de faire passer. J'aimerais m'éclater là-dedans. Je ferai une vidéo sur F1.4 sur pourquoi je fais plus trop de photos. Ce sera peut-être la vidéo de début d'année. J'ai pas fait l'année dernière une vidéo introspective de début d'année comme je faisais avant. Ouais, dans 10 ans, si je disais un truc, c'est que dans 10 ans, je me vois faire des films. Voilà, je me vois être réalisateur. J'espère à succès. J'espère. Mais en tout cas, de faire des films que j'aime, de faire des films dont je suis fier, de créer aussi des courts-métrages et des séries potentiellement, mais d'être dans ce milieu-là qui me fait peur. C'est un milieu qui me fait extrêmement peur, mais qui me fascine depuis que je suis petit. Et c'est mon rêve de gosse. C'est ce que je m'étais promis quand j'étais gamin. Le cinéma m'a sauvé la vie quand j'étais... littéralement, m'a sauvé la vie quand j'étais enfant. Je m'étais toujours juré de redonner ça à d'autres, de cette magie. Et donc, voilà, c'est ce qui m'anime et c'est là où je me vois dans 10 ans. 10 ans, c'est court et c'est long. 10 ans, c'est beaucoup de choses possibles de faire. Si je reviens 10 ans en arrière, on était en 2013. Là, en 2013, il y a 10 ans, F1.4 avait 1 an et demi. Et il y a tellement de choses qui se sont faites depuis 10 ans que, voilà, c'est fou. C'est fou. C'était une autre vie. J'arrivais à Lyon. J'étais encore à Rennes, j'arrivais à Lyon il y a 10 ans. Question, tiens, on va rester un tout petit peu sur le cinéma. Question de Mathieu. Quel est le dernier film qui t'a bouleversé? Alors, je vois beaucoup de films. Je vais aller vite fait voir. J'ai une liste sur IMDb de mes films vus en 2023. Donc, je vais aller
je vais aller voir. Je vais vous parler du film The Whale de Aronofsky, de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser. C'est la dernière fois que j'ai chialé au cinéma. Pas chialé, mais j'ai pleuré. Je pleure pas souvent, j'ai du mal à pleurer. Et The Whale m'a bouleversé. Enfin voilà, c'est un film extrêmement beau, extrêmement fort. Un peu, en effet, peut-être un peu dans le mélo, tout ça, mais si on se laisse happer dedans, le perso est très beau. Il est avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses forces. La fin est belle. Et la fin m'a fait chialer complet, quoi. Enfin, m'a fait pas chialer complet, m'a fait pleurer. Pour moi, c'est chialer. Mais c'est rare que des films comme ça me font ça. Et je pense qu'il fallait que je le voie au cinéma. C'est aussi le fait d'être dans un cinéma qui fait que... je dirais The Whale de Darren Aronofsky. Alors, je sais qu'il est énormément divisé, hein, mais faut vraiment se poser devant. Et voilà, moi j'adore Aronofsky, ça m'étonne pas trop. Mais voilà, The Whale, c'est un des derniers films qui m'a vraiment, vraiment touché. Il y en a peut-être eu d'autres, mais là, comme ça... Quand pourra-t-on voir ton court-métrage ? Déjà, quand il sera fini. Donc j'ai tourné un court-métrage cet été, j'en tourne un là maintenant, donc vous verrez le deuxième plus tôt que le premier, puisqu'il est à rendre pour le 20 janvier pour le Nikon Film Festival. Donc ce sera ma participation au Nikon Film Festival, avec une comédie horrifique, un film de genre, un court-métrage de genre, avec une forme assez spécifique. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner à la fin, si ce que j'ai imaginé dans ma tête va fonctionner. Et ça, vous pourrez le voir normalement dès février, je dirais, puisque la date est au 20 janvier. Je pense qu'ils diffusent les films à partir de février sur le site du Nikon Film Festival. Bientôt aussi un podcast qui va sortir avec Alexandre Dino, qui est le président enfin pas le président, qui est c'est celui qui organise en fait chez Nikon, le Nikon Film Festival depuis 11 ans maintenant. Une très très belle personne, comme beaucoup de personnes chez Nikon. Et un podcast qui va sortir dessus sur Sébastien veut faire des films, que j'ai pas refait depuis. Ça va arriver, ça arrive là. Et sinon, mon premier court-métrage, du coup, celui-là, je voulais l'envoyer en festival. Donc en festival, on n'a pas le droit de le diffuser sur YouTube et tout avant. Il faut faire un an en fait avant de pouvoir le montrer. Mais je ferai une projection privée à Lyon et une projection privée à Paris. Et je veux l'avoir terminé pour fin du premier trimestre 2024. Donc techniquement, ce sera en avril, mai, juin, quelque chose comme ça que je pourrais faire les diffusions. Et ça, j'en parlerai dans les newsletters, j'en parlerai un peu en podcast. Voilà, suivez Sébastien veut faire un film, le podcast, vous aurez toutes les réponses dessus. Ça, c'était une question de David. Question d'Olivier, et bim, j'ai posé 9 questions. Et donc voilà la 10e, et je le droit à un chocolat en forme d'appareil photo, parce que j'ai posé 10 questions. Je n'ai pas de chocolat en forme d'appareil photo, donc je suis désolé, non. Chocolat peut-être un jour, mais pas là. Je suis désolé, Olivier. Question de Malik. Est-ce que quand tu t'es lancé dans la photo, tu imaginais avoir autant de notoriété ? Est-ce que c'était un but dans ta vie ? Ou est-ce que tu as tout fait pour ? Ou est-ce que tu ne pensais pas que ça t'arriverait ? Déjà, quand je me suis lancé dans la photo, non. Enfin, j'ai jamais eu de délire d'être super connu et tout. C'est aussi pour ça que je veux devenir réalisateur. Réalisateur, c'est pas acteur. Hein. Il y a peu de réalisateurs. Je suis sûr que vous connaissez le nom de peu de réalisateurs et de réalisatrices. Et surtout pas à leur tête. Alors oui, elle est très connue, Spielberg et tout ça, mais la plupart des gens ne connaissent pas qui réalise des films. Donc la notoriété m'intéresse pas. C'est agréable. Je dis pas que c'est désagréable, c'est agréable. Enfin, ma notoriété à moi est agréable. Ma petite notoriété, enfin vraiment, hein, c'est toujours agréable dans le sens où, en étant timide, en ayant du mal à aller vers les gens, quand j'arrive dans une soirée où je connais pas grand monde, où je suis tout seul en plus et tout, j'ai globalement souvent quelqu'un qui vient me voir. C'est marrant, j'étais à un vernissage il y a pas longtemps, et j'arrive et je tombe direct sur quelqu'un qui me connaît. Pourtant dans un autre domaine. Et souvent le cas, c'est très souvent le cas. J'ai pas encore répondu à une personne qui écoute peut-être ce podcast. Dans ce cas-là, je suis désolé, je te répondrai, t'inquiète pas. J'ai participé à un crowdfunding pour un site cinéma, et il y a une personne qui m'envoie un mail en disant putain, j'ai vu que t'avais participé, c'est trop cool, j'ai aidé sur le... J'ai participé aussi je les ai aidés, j'ai aidé le site à faire tel truc, et tel truc, je fais partie de l'équipe, tout ça. Je fais, putain, c'est trop cool. Et ça m'arrive assez régulièrement d'être total auditeur lambda ou total spectateur lambda sur des trucs et de faire putain, Seb. Et c'est assez cool. Je vous avoue que ça facilite la vie, ça me facilite beaucoup la vie sur beaucoup de choses.
mais j'ai pas une grosse notoriété. On me reconnaît une fois tous les ans dans la rue, quoi. Donc ça me va très bien. En fait, c'est plus que ma notoriété, c'est tout ce que j'ai fait, en fait. Bon, ça fait partie de la notoriété, mais tout ce que j'ai fait me permet d'avoir des facilités, des entrées, qu'on me prenne au sérieux plus facilement. Et ça vaut pour tout le monde. Si vous avez fait beaucoup de choses et beaucoup de choses de qualité depuis longtemps et que vous n'avez pas fait de coups de pute ou des trucs comme ça, eh ben, on va vous ouvrir des portes plus facilement. Parce que la confiance est déjà à peu près là et vous n'êtes pas un inconnu ou une inconnue. Et donc, j'aime cette notoriété-là. Alors, est-ce que j'ai fait tout pour ? Non. J'aurais pu faire bien, bien plus si j'avais envie d'être vraiment connu. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. Je préfère faire les choses que j'ai envie de faire. Et ce n'était pas un but dans ma vie. Je pensais pas que ça arriverait. J'ai vraiment une petite notoriété, hein, surtout avec une chaîne F1.4 qui descend un peu. J'exprime juste... Je suis le mec à la télé, en fait. Quand on regarde YouTube sur la télé, ce qui est rigolo, c'est dès qu'on passe à la télé, on gagne une certaine notoriété. Quand on passe sur un écran, on gagne une certaine notoriété qui est juste illusoire, en fait. Mais par contre, si on reste longtemps et qu'on rentre dans la vie des gens, comme j'ai pu rentrer dans la vie de beaucoup de gens par F1.4, qui date quand même de 2012, et par le guide du photographe de mariage qui date de 2019, et ben, plus que la notoriété, c'est la confiance. Et j'aime cette confiance qu'on peut m'accorder. Alors, on m'aime ou on m'aime pas, hein, voilà, j'ai des défauts comme tout le monde, très largement, mais cette confiance aide énormément. Et quand je me suis lancé dans la photo, j'étais plus à vouloir faire ce que j'ai envie de faire et à dire ce que j'ai envie de dire, plutôt que j'avais déjà cet esprit un peu du genre, la D7 partielle, c'est le mal, et à dire un peu plus haut ce que j'ai envie de dire, en affirmant un petit peu les choses, mais toujours en réfléchissant et en étant constructif. Voilà. Après, on peut réduire mes propos à un certain truc, à certaines phrases, mais globalement, si on me demande d'expliquer, j'explique toujours pourquoi je pense ça. Et encore une fois, pourquoi je pense ça, pourquoi j'ai ma vérité à moi. Une vérité qui demande à être toujours confrontée, à être toujours remise en question, à être toujours... J'adore me tromper sur les choses que j'aime pas ou sur les choses ou les gens que j'aime pas trop. J'adore me tromper dessus. Si j'ai un mauvais a priori, j'adore me tromper, me dire c'est dur, hein, c'est pas évident, mais en même temps j'adore me dire putain, ça t'as vu, tu t'es remis en question et au final, ce truc-là ou cette personne que tu pensais ne pas aimer, en fait c'est quelqu'un de génial. Tant mieux. Par contre, je déteste me dire c'est quelqu'un de bien, en fait c'est quelqu'un de mauvais. Voilà. Donc voilà, Isabelle, j'ai répondu à ta question et je pense pas que ce soit bien que ce soit un but d'être connu. Je vais faire un petit aparté sur le fait de vouloir être connu. Pas mal de photographes que je vois dans le monde du mariage qui boostent beaucoup et qui ont envie d'être connus, qui goûtent à cette certaine célébrité qui arrive très vite, qui peuvent arriver très vite parce que, je vous dis, dès qu'on est visible un petit peu, on a plein de gens qui sont là en train de dire « Ah, c'est trop bien !» tout ça et tout. Ça peut griser un petit peu, ça peut faire prendre la grosse tête et tout. Je trouve pas ça bon que ce soit un but d'être connu. On peut vouloir être connu dans le but de vouloir vendre plus. Ok. On peut être connu pour le but de ce que je vous disais, des portes que ça ouvre. Mais juste pour être connu, ça a jamais donné. Enfin, regardez, les télé-réalités sont remplies de gens qui veulent juste être célèbres. Oui, t'es célèbre pendant 15 minutes et c'est terminé, quoi. Enfin, il n'y a qu'à voir. Citez-moi vraiment quelqu'un de la télé-réalité qui n'a rien développé derrière, vraiment, qui n'a pas utilisé la télé-réalité pour développer quelque chose après, hein, comme genre des Olivia Ruiz ou des gens comme ça. Citez-moi des gens qui n'ont rien fait dans leur vie, qui n'ont rien fait d'extraordinaire dans leur vie ou de très pro ou de très bon, qui sont passés à la télé-réalité et qu'on connaît encore. Bon, moi, je risque pas de connaître, je regarde pas la télé-réalité, mais voilà, même une Nabila qu'on a tous connue, ok, on sait encore qui c'est, mais est-ce qu'on a encore quelque chose à foutre ? Et dans 10 ans, 15 ans, on n'aura rien à foutre. Donc, en fait, dans l'idée, la célébrité, c'est un mot qui, pour moi, ne sert pas à grand-chose. C'est qu'est-ce qu'on en fait d'être connu et qu'est-ce qu'on en fait de cette confiance que nous donnent certaines personnes. Parce que c'est aussi un poids. Cette confiance que certaines personnes m'accordent, peut-être vous qui écoutez, peut-être toi qui écoutes, même si j'aime pas tutoyer comme ça, m'accorde peut-être une confiance et pour moi, c'est pas un fardeau, mais c'est une responsabilité. J'ai une responsabilité, je ne peux pas dire trop de conneries. Ce que j'ai dit la dernière fois et que j'ai coupé au final du podcast parce que c'est vrai que c'était dit sans explication derrière, mais ce que j'ai dit sur la photo d'Iris, voilà, je regrette pas de l'avoir dit, je regrette de ne pas l'avoir expliqué plus. Je me suis un peu laissé emporter pour le fun et pour le show. C'est toujours, faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Et je trouve que les gens
qui ont une notoriété, des gens qui sont suivis par beaucoup de monde, ont plus de responsabilités, ont un devoir d'être plus parfaits que les autres. Parce que y a des gens qui font confiance, il y a des gens qui vont nous suivre un peu aveuglément, ce qui moi, m'embête un peu, parce que je prône le fait que tout le monde réfléchisse et tout le monde ait son propre avis. Et c'est pas parce que je le dis que c'est parole d'évangile, et c'est pas parce que je dis l'inverse que forcément, que je dis que j'aime pas ou que c'est pas bien, que vous ne devez absolument penser la même chose que moi. Ou absolument penser le contraire, parce que si des gens qui m'écoutent et qui veulent absolument penser le contraire de moi. Voilà, c'est chacun son avis. Moi, je suis juste une personne qui a de l'expérience, qui donne mon avis. Et j'ai encore déblatéré pendant longtemps, j'ai encore digressé sur cette question. Mais c'est cool de parler comme ça, en fait. Juste de parler à un micro. Je suis devant ma caméra, parce que vous pouvez évidemment voir le podcast sur YouTube aussi. Et je parle comme ça. Voilà. Il me reste 2 questions un peu plus sérieuses. Question de Bastien. Faut-il faire des photos pour soi ou pour nos clients? Je pense que vous l'aurez compris avec une question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure sur... que je faisais les photos avant tout pour moi. Je pense qu'il faut avant tout travailler pour soi que pour nos clients. Enfin, tout dépend après aussi comment vous envisagez votre travail de photographe de mariage. Si vous envisagez ça comme un travail, vous allez faire les photos pour vos clients. Vous allez potentiellement vous déboîter pour vos clients. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je dis pas que ça va forcément faire des photos pourries. Si votre plaisir à vous, c'est le client, la satisfaction du client, vous allez forcément faire les photos pour vos clients, quitte à pas faire les photos pour vous. Si vous avez une âme plus auteur ou autrice, c'est-à-dire de création, je pense que vous allez plus vouloir travailler pour vous, de faire les photos pour vous et d'être déjà avant tout satisfait de votre travail. Je dis toujours que si je suis satisfait de mon reportage, mes clients sont ultra satisfaits. Parce que je sais que quand je suis pas satisfait, même quand je suis pas satisfait, ils sont satisfaits quand même. Parce que mes exigences sont largement au-dessus de ce que mes clients veulent. Puisque faut être très 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 spécialiste pour faire la différence entre une bonne photo et une très bonne photo, et encore pire, faire une différence entre une très bonne photo et une très très bonne photo. Même déjà entre une bonne photo et une très bonne photo, c'est difficile pour la plupart des gens, pour 99% des gens, de faire la différence. Donc, si vous faites déjà des bonnes photos globalement dans votre reportage, tout le monde sera content. Et si en plus, ils vous ont bien choisi à la base, ils vous ont choisi pour vous, encore mieux. Enfin, ce sera forcément des bonnes photos. Parce qu'en plus, ils vous ont choisi vous. Donc, moi, je suis plus partisan de faire des photos pour moi que de faire des photos pour nos clients. Vous l'aurez compris. Après, vraiment, je vous dis de réfléchir à vous, de pourquoi vous voulez faire ce métier. Et si vous voulez faire ce métier pour vos clients, ce sera plus important de faire pour vos clients. Et si vous voulez faire avant tout ce métier pour vous et pour votre satisfaction à vous, faites vos photos à vous. Et surtout, quand vous vous vendez, vous dites bien que ne montrez pas des photos que vous n'avez pas envie de faire. Une question d'Aurélia qui est: comment être sûr de ne rien rater le jour J? Moi, je dirais plutôt je suis absolument certain de rater des choses le jour J. Voilà. La réponse va être assez rapide. Dans le sens où je pourrais la développer très longuement, mais je sais que je vais rater des choses, et ce que je dis à mes mariés, de toute façon, que je vais rater la plupart des choses qui vont se passer sur le mariage. C'est-à-dire que, par exemple, au vin d'honneur, vous allez être à un endroit, imaginons, il y a 100 personnes, vous allez être à un endroit à photographier un groupe, il peut se passer 3, 4, 5 choses dans d'autres groupes à côté, ou même des choses derrière le château, ou derrière la salle des fêtes, ou voilà. Vous allez louper plein de choses. Alors, je sais que quand tu parles de ça, tu parles des alliances, des choses comme ça, enfin, des moments importants. Ça arrive, tout simplement, ça arrive. Normalement, si tu as bien travaillé tes mariés avant, tu leur as expliqué tout ça aussi, que t'es pas infaillible, que tu vas faire le maximum, mais si par exemple ils s'enfilent les alliances en mode 15 secondes et que t'as le curé devant et que t'as des gens autour, non, en fait voilà, tu peux pas faire les choses. Il y a des moments où voilà, c'est comme ça. Mais par contre, ce que tu auras photographié à côté, tu l'auras bien photographié, tu vois. Tous les autres moments, ils seront super contents. Donc voilà, il y a des moments où ils vont passer 3 minutes sur l'échange des alliances, tu auras le temps de faire tous les plans que tu veux, et des fois ça va se passer en 15 secondes et tu vas le louper, parce que là, sur le dernier mariage, par exemple, j'ai eu un truc. Normalement, il m'avait dit que c'était le petit qui ramenait les alliances. Donc j'entends que c'est le moment des alliances, donc je regarde où est le petit. Et je ne le vois pas arriver. Je commence à regarder ailleurs, et là, je vois les alliances sur le muret de l'église, avec le curé qui est en train de les bénir. Je fais ouah, et je fonce du coup pour aller faire ma photo. J'ai réussi à avoir une photo, mais j'aurais beau être attentif sur tout, là, il y avait un truc qui était prévu. Je sais pas comment, pourquoi l'info n'est pas passée. C'était plus ça en fait. Je pense que c'est juste que le petit ne pouvait pas et n'était pas en état pour. Et puis voilà, parce qu'il était petit quand même. Donc, je sais pas que je l'ai loupé, mais j'ai failli le louper.
Puis plein de fois où on peut pas faire bien la photo de l'alliance sur le doigt et tout ça, c'est pas grave. Il y a d'autres choses que je vais faire en photo. Ce sera ma réponse. Réponse un peu rapide, mais c'est ma réponse. Voilà pour ça, et j'ai du coup trois dernières questions assez rapides. Questions de 3 personnes différentes, mais ces 3 personnes s'intéressent à ma pilosité. Je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Question de Laetitia, de Benoît et de Sophie. Donc, pilosité intéresse plutôt les filles, apparemment. Est-ce que tu épiles tes sourcils? Ton coiffeur, c'est toi qui l'as choisi. Et ta barbe, est-ce que tu comptes la raser un jour? Donc, je vais aller de haut en bas. Les cheveux, oui, c'est moi qui choisis mon coiffeur. Je vais chez des très bons coiffeurs. Le truc, c'est que mais que j'y vais pas assez souvent. Et surtout, c'est à moi de les entretenir un petit peu plus. Et je ne les entretiens pas assez. Je devrais mettre plus de la cire ou un truc dessus pour qu'ils tiennent, parce que j'ai des cheveux extrêmement volumineux, et bon, j'essaye de les hydrater un peu plus maintenant et tout, mais j'aime pas trop c'est pas je m'occupe pas beaucoup de moi, et du coup, quand je sors de chez le coiffeur, c'est génial, mais le lendemain, c'est mort, quoi. Donc tu insinuais, Benoît, que j'avais un mauvais coiffeur, mais non, j'ai un bon coiffeur, et j'ai une très bonne barbière. Mais du coup, entre les deux, il y a les sourcils, et j'ai une très bonne épilatrice. Non, on dit pas ça, j'ai une très bonne, esthéticienne. Oui, parce que depuis quelques temps, j'ai découvert le fait d'aller chez l'esthéticienne pour hommes. Et du coup, allez, je m'en fous, je le dis comme ça, hein, c'est fait. Il y a une fois, j'ai pris rendez-vous, c'est le même endroit où il y a coiffe et barbe. Et en fait, à un moment, j'y allais que pour ça, parce qu'il y avait que le rendez-vous, j'avais pas le temps pour le reste. Et une fois dans ma vie, je suis arrivé dans un magasin et je fais bonjour, j'ai rendez-vous pour une épilation. Je vous avoue qu'il y avait un mois qui était en train de me regarder et qui fait: vraiment, Seb? Vraiment? Eh ouais, j'assume. Et du coup, oui, je m'épile les sourcils, mais je m'épile les sourcils, oui, mais depuis, je le faisais moi, je le faisais en institut depuis quelques mois, et je le fais vraiment depuis 20 ans. Voilà, puisque oui, j'ai les sourcils qui se rejoignent, et je trouve vraiment ça pas beau du tout. Et un jour, je me dis, je peux les épiler, en fait. Donc, je les ai épilés. Surtout que vous voyez quand même que j'ai des sourcils extrêmement volumineux, extrêmement fournis, donc ça se voit extrêmement. C'est, pour les plus vieux, la référence Emmanuel Chin, quoi. Et quoique, je pense que j'en ai plus que lui. Voilà, et maintenant pour la barbe, est-ce que je compte la raser un jour? Non. C'est pas prévu. Peut-être la tailler beaucoup plus sévèrement, beaucoup plus proche, mais sauf le jour où je me sentirai très vieux. Peut-être que le jour où vous me verrez sans barbe, c'est le jour où je me trouve très vieux physiquement et que j'ai besoin de regagner 10 ans. Parce que oui, je gagne 10 ans si j'enlève ma barbe. Voilà, c'était les 3 questions un peu plus perso. On arrive à la fin de ce podcast. Donc les questions, je vous rappelle, elles ont été posées via un formulaire qui a été envoyé via le mail du guide du photographe de mariage, le mail du GPM. Maintenant, vous savez ce que c'est. Et vous pouvez vous y inscrire directement dans le bas de ce mail, dans le bas de ce podcast. Vous recevrez 2 mails par semaine. Très peu de mails de vente, alors, il y a des mails de vente de temps en autre, sur les formations et autres, mais là du coup, il n'y en a pas de prévu avant quelques temps, puisqu'il n'y a eu qu'un seul lancement cette année du guide du Grand Saut. Mais il y aura quelques autres qui vont arriver là dans ces prochains mois, quelques autres formats qui vont arriver, un ou deux, pas quelques. Et du coup, voilà, des mails d'information, des mails de coups de gueule, des mails des mails fun avec des gifs animés dedans et tout. Bref, des mails où vous mettez 2-3 minutes à lire et qui vont vous améliorer dans la photo de mariage et vous permettre aussi des fois potentiellement de passer dans ce podcast. Et je vous remercie parce que vous êtes extrêmement nombreux de plus en plus à suivre ce mail et à l'ouvrir, et ça me fait extrêmement plaisir. Et Paul, qui écrit les mails, donc suite aux vocaux que je peux lui faire, il est extrêmement content parce qu'il voit que son travail est très apprécié, et ça nous fait extrêmement plaisir. Paul, il faut le faire sourire tout le temps parce qu'il a besoin de sourire tout le temps, et il sourit tout le temps, ça aide beaucoup dans l'équipe. Paul, que vous pouvez voir dans un podcast aussi, qui a été fait il y a un an, quelque chose comme ça. Voilà pour ça. On arrive du coup là en décembre 2023, on va continuer sur un rythme... Alors oui, je vous posais une question quand même. C'est le moment où je parle un peu là du coup de l'avenir du guide. Il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai pas répondu, et je me disais, est-ce que ça vous intéresserait
Parce que j'ai ce podcast long, comme ça, une fois tous les mois, d'interviews et tout. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un podcast, toujours les podcasts d'interview qui arriveraient tous les mois, mais est-ce que ça nous intéresserait que je fasse un podcast plus régulier, genre un autre format du podcast, un format réponse, donc genre un format de 10 minutes, ou alors un truc genre une fois toutes les semaines, un format d'une demi-heure. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Voilà, n'hésitez pas à venir me le dire en MP sur le guide du photographe de mariage sur Insta, ou en commentaire, là on peut pas, mais en commentaire si vous regardez sur YouTube, ou du coup en réponse dans le prochain mail qui sera envoyé, dans les prochains mails qui seront envoyés. N'hésitez pas à répondre aux mails aussi, ça me permet de répondre aussi dans des mails d'après. Voilà pour ça. On est donc en décembre 2023. Ce mois de décembre 2023 est un peu spécial pour moi, puisque je vais faire mon deuxième court-métrage, et là c'est assez spécial, et surtout je vais passer mes 40 ans. Voilà, dans quelques jours je passe mes 40 ans, et ce sera sûrement passé quand... Oui, ça sera passé quand le podcast sortira. Je m'en fous de mon âge, c'est pas le problème, mais c'est une dizaine, donc c'est toujours un truc, et quand même un minimum. Et j'avais espéré un truc un jour, c'était que pour mes 40 ans, j'ai mes 100 000 abonnés sur YouTube. Et si vous avez un cadeau à me faire, voilà, je demande rarement, mais si vous avez un cadeau à me faire, que vous arrivez jusque-là, que vous aimez mes podcasts, vous aimez mon contenu et tout, si vous avez un cadeau à me faire, et à vous faire, parce qu'il y a plein de choses sur YouTube, c'est de vous abonner à F1.4, à ma chaîne F1.4 qui plafonne à 96 000 abonnés. Il me manque à peu près un peu moins de 4 000 abonnés pour arriver aux 100 000. Je veux pouvoir avoir mon petit trophée YouTube, et ça me ferait extrêmement plaisir si les milliers de personnes qui écoutent ce podcast, si vous n'êtes pas déjà abonné à F1.4, que vous vous abonniez, que vous abonniez votre maman, votre papa, votre grand-mère, votre grand-père, votre chien, enfin tous les gens autour de vous qui ont une chaîne YouTube. Si vous pouviez les abonner, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir passer ces 100 000. C'est un des goals dans ma vie, on va dire, un des buts, voilà. Et surtout, il y a plein de trucs très intéressants dessus que vous allez pouvoir découvrir aussi si vous n'y êtes pas encore. Je vous mets le lien dans la description, sinon c'est youtube.com /F14. Tout simplement, vous mettez F14, @F14, vous cherchez Sébastien Roignan, vous tombez directement dessus aussi. Mais le raccourci, c'est youtube.com /F14 en chiffres, 1, 4. C'est le raccourci, comme le raccourci du GPM, c'est youtube.com /le GPM. Voilà pour moi, je vais terminer là, j'aurai plein de choses encore à vous dire, j'aimerais bien vous parler, mais là je vais enregistrer aussi un podcast sur Sébastien veut faire des films, un petit podcast de où j'en suis dans le cinéma, et le lien vers le podcast sera aussi dans la description. Merci de suivre F1.4 encore, merci de suivre F1.4 vous allez le suivre, donc merci de le suivre, et merci de suivre le guide du photographe de mariage, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir, de vous avoir vu au salon de la photo, d'avoir tout ça, d'avoir ces nouvelles promos d'une 50aine d'élèves, tous motivés, tous et toutes motivés, enfin c'est vraiment, merci pour tout, merci pour votre confiance, et je vous souhaite de très belles fêtes, profitez bien, et si vous aimez pas les fêtes comme moi, faites votre truc à vous, faites-vous vos plaisirs à vous. Moi, certainement que Noël et Nouvel An, je le passerai très certainement tout seul à la maison, et ça me va extrêmement bien. Dans le sens où avec les chats, et ça me va très très bien parce que j'ai pas besoin d'une date précise pour faire la fête avec des potes ou pour sortir. Voilà, je vous fais des bisous. Ça paraît toujours très triste en fait de quelqu'un qui passe les fêtes seul, mais non, j'aime bien. Moi j'ai un petit rituel, c'est que le soir de Noël, j'aime bien me faire le film des serpents dans l'avion. J'adore ce film. C'est mon petit plaisir coupable, parce qu'il est pas top, mais j'adore ce film. Et c'est mon petit frisson devant un petit bloc de foie gras, un truc comme ça, voilà. C'est mon petit truc à moi, je fête comme ça. Voilà, allez, j'arrête. Je vous fais des bisous, je vous dis à dans pas longtemps pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage et sur F1.4. Entre-temps, sortez, et un nouveau mail aussi. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous, et surtout, signez des mariages. Au revoir.